On a souvent l'habitude de dire que la caméra du téléphone ou de l'ordinateur, tu sais, la webcam, là, il y en a, ils peuvent prendre le contrôle. Et ça, le but du podcast, c'est de vous apporter l'expérience de Massoud et en même temps, 2-3 petits conseils comme ça. Il y a un scandale qui est connu, qui est le fisc français qui a piraté un cabinet d'avocats parisien pour récupérer l'information de manière illégale. Il me dit, je peux faire mieux que ça. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, tu sais, par exemple, il me sort un truc comme ça, véridique, en direct. Il me dit, si tu veux, tu prends une ville, par exemple, comme Bordeaux, comme ça. Et il m'a dit, je peux hacker le système d'électricité de la ville. Il m'a dit, il n'y a quasiment aucune sécurité. Il m'a dit, il y a un bouton rouge comme dans les films. Il m'a dit, j'appuie dessus, je coupe toute l'électricité de la ville. Ah mais t'as un système qui te permet, t'appuies sur un bouton, ça te pirate tous les Wi-Fi. Automatiquement, d'accord ? Ça coûte 200 000 €. C'est inaccessible financièrement. Nous, on l'a fabriqué. Vous ne mettez jamais en conflit avec Massoud. Il a toutes les techniques. Faites attention, il y a des limites. Machallah. Il a toute une panoplie, les gars. Massoud, on reste amis. Non, avec plaisir. Salam alaikum wa rahmatullah, la team. Bienvenue encore une fois sur ce nouvel épisode d'Inspire by Muse Incubator, l'incubateur qui accompagne l'entrepreneur musulman et les investisseurs et les entrepreneurs afin de faire monter le niveau de la communauté. Dans ce nouvel épisode, on a un nouvel invité d'exception comme d'habitude. Salam alaikum Massoud. Salam, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Ça va, alhamdoulilah, et toi ? Tranquille ? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Super. Petite vue, écoute, ça change. Comme je te disais avant que ça commence, on est à la maison. Le service est top. Le service est top, on a été bien accueillis. Non, c'est très calme, c'est apaisant, ça donne envie de partager. Inch'Allah, alhamdoulilah. Alors, est-ce que pour la communauté, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, un petit peu ton parcours en commençant juste par la base. Qui est Massoud ? Qui est Massoud ? Très bonne question. Moi, je m'appelle Massoud Ziada. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis dans le domaine de la cybersécurité. Ça, c'est mon domaine principal. Okay. J'ai aujourd'hui 16 ans d'expérience dans le domaine. J'ai commencé très jeune à travailler, tu vois. T'as fait des études dedans ? J'ai fait des études, ouais. J'ai un master en cybersécu et j'ai une vingtaine de ce qu'on appelle de certifications techniques. Mais 15 certifications techniques. En fait, les certifications techniques sont des moyens pour toi de pouvoir, sur certaines marques, Cisco par exemple pour ceux à qui ça parle, Fortinet ou autres, de pouvoir prouver ses compétences auprès des entreprises. Donc c'est toujours bien d'avoir des certifications techniques. Ok. Et le Massoud, c'est quoi ton parcours scolaire ? Tu as commencé par quoi ? Alors moi, tu viens d'où en France pour les gens qui nous regardent ? Bien sûr. Alors, voilà, tu viens moi d'où ? j'ai grandi dans 94, dans le Val-de-Marne. J'ai fait toute ma vie là-bas. Machallah. La Belgique. Et donc j'ai commencé moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais jusqu'au bac, comme tout le monde, bac génie électronique à l'époque. J'ai fait un BTS. Très bien. Dans l'informatique de gestion, on appelait ça. Et j'ai terminé sur une licence qui n'existe plus. Donc, si je comprends bien, tu étais un élève assez studieux. Alors, j'étais un élève studieux. Machallah. Exactement. Allahumma barik. Je disais juste par rapport à la licence, j'ai eu l'occasion de faire une licence qui n'existe plus, qui s'appelait à l'époque Collaboration pour la défense et l'anti-intrusion des systèmes informatiques. Donc ça, c'est. Et ensuite, j'ai terminé sur un master en cybersécu, comme tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce domaine ? Écoute, moi, quand j'étais petit, j'adorais contourner les choses. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, quand j'avais des jouets, je faisais en sorte de savoir comment ils fonctionnaient. Et mes parents m'ont toujours reproché de casser mes jouets en fait pour savoir en fait comment ça fonctionne à l'intérieur. Tu vois. Donc j'ai toujours voulu savoir comment les choses fonctionnent, comment on fait pour. Je suis très curieux. Je suis extrêmement curieux. Et donc, quand je suis tombé dans l'informatique, moi, j'ai utilisé les premiers ordinateurs Windows 95, peut-être que toi aussi. C'est vrai qu'à l'époque, on avait les gros ordinateurs avec l'écran derrière. Exactement, les étubes cathodiques on n'avait pas encore Internet, vraiment. Exactement. Alors, tu vois, il y a un truc qui est bien avec notre génération, c'est que nous, on a connu la vie sans Internet. Donc, tu vois, à l'époque, on s'amusait. On descendait en bas, ça sonnait à l'interphone. Est-ce qu'il peut descendre ? Est-ce qu'on peut, tu vois ça ouvrait la fenêtre à l'époque. Faut monter, faut manger. Attends 5 minutes, tu vois. Donc, nous, on a connu ça et on a vu l'évolution de la technologie qui est exponentielle aujourd'hui. Hein. À la fois,
Ça fait peur, mais c'est Ouais. aussi spectaculaire. Alhamdoulilah, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé spécifiquement dans la cyber? Tu aurais pu, par exemple, parce que là, moi, quand j'entends cybersécurité, entre nous, j'entends un peu hacking, Ouais, tu vois. totalement. Bien sûr. Ouais, J'entends des geeks, tu sais, qui sont avec des capuches, Ouais. Anonymous, Ouais, qui tapent comme c'est ça. exactement ça. Et derrière, il y a les gars de la cyber qui essaient de protéger la banque. Ou c'est quoi qui t'a attiré dans ce Dans le domaine de la métier-là? cybersécurité, Peut-être c'est le défi, non? le défi et la curiosité. Parce que quand tu fais de la cybersécurité, on en parlera peut-être après, c'est que tu touches à tout. C'est ça qui est bien. C'est que quand tu te lances dans un projet de cyber, tu n'es pas bloqué dans ton domaine. Tu vois, donc tu vas te retrouver à toucher à d'autres domaines sans forcément rentrer en profondeur dans le domaine, mais tu vois, tu es obligé d'être un peu touche-tout. Tu vois. Et c'est quoi qui te passionne dedans, au-delà même du côté un peu recherche, découverte? Est-ce que tu te vois, par exemple, faire ce métier-là pendant 10, 15, 20, 30 ans? Eh ben écoute, mon épouse dit que je suis autosuffisant. Ça veut dire que je suis capable de me plonger dedans en oubliant peut-être même mes enfants, tu vois. Donc, ouais, je suis vraiment, vraiment passionné. Donc, j'y passe énormément de temps. Faut être, je pense, avoir un petit peu de passion pour se lancer dans le domaine, tu vois. Mhm. Mais ouais, il y a énormément de choses à apprendre. C'est surtout l'apprentissage. C'est le fait de découvrir de nouvelles choses, de toucher de nouvelles choses. Et Ok, ça le renouveau. le renouveau, ouais, totalement. Si c'était, par exemple, un domaine fini, Mhm. ça te plairait plus trop. Exactement, c'est vrai. Ok. C'est vrai. En plus, avec les nouvelles technologies, les nouvelles menaces, etc., on va dire que tu as vraiment l'avenir devant toi avec l'intelligence Mais artificielle. totalement. Enfin, c'est vraiment. Et tu as commencé en tant que salarié ou directement entrepreneur? Alors, moi, j'ai commencé dans l'alternance. Donc, Ok. j'ai eu l'occasion de vite rentrer dans le domaine du travail et je conseille à tous les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, surtout en France, on a l'occasion de, tu vois, de se lancer en alternance. Ouais. Et donc, ça vaut le coup de pouvoir déjà commencer à mettre un pied dans le monde du travail parce que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain que à l'école ou à l'université, par exemple. Tu vois. C'est vrai ce que tu dis parce que entre une formation théorique Ouais. purement tournée autour de principes presque des fois idéologiques, hein, Ouais, c'est vrai, totalement. et le côté pratique où tu vas mettre les mains dans le cambouis. Mais moi, je me pose une question. Je me dis, est-ce que il faut pas avoir quand même une certaine fibre dedans, peut-être tu sais, une sorte de talent inné? Parce que tu vois, on voit des gens qui sont geeks innés, tu sais, Ouais. les gars. Moi, quand j'entends geek, tu sais, tu les vois, mecs, des ils barbus, pianotent comme ça, ils ferment les yeux, et asociaux. on dirait que c'est vraiment c'est un jeu pour eux, en fait, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et ils sont très forts. Ou selon toi, il y a besoin d'une formation poussée dedans, ou peut-être les deux. Alors, pour la partie innée, je pense que c'est plus... il faut être passionné. Ça, c'est sûr. Parce que la passion va te permettre d'avoir de la patience. Tu vois, Ok. moi, par exemple, j'adore me casser les dents sur des sujets techniques complexes. Et trouver des solutions techniques, c'est mon... Voilà, c'est ton mon dada. délire. Ouais, exactement, voilà, totalement. Ouais. Et donc, la deuxième question, c'était, donc, on parlait au premier de l'inné, et ensuite, tu disais la formation. Oui, la formation, c'est super important. Alors, il n'y a pas que la formation, et surtout la veille. C'est-à-dire qu'il faut être à l'affût, tu vois, des dernières technos, savoir ce qui se passe, surtout dans le domaine de la sécurité, où il y a des news tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, on va dire, très concret Ouais. aujourd'hui d'une problématique cybersécuritaire dans laquelle tu as été confronté et que peut-être que Monsieur Tout-le-Monde, par exemple, on a souvent l'habitude de dire que la caméra du téléphone ou de l'ordinateur, Ouais. tu sais, la webcam, là, il y en a, ils peuvent prendre le contrôle, ils peuvent... Totalement. Et ça, le but du podcast, c'est de vous apporter l'expérience de exactement. Massimo et en même temps, 2-3 petits conseils comme ça sur Oui, le côté. carrément. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, si tu peux me le permettre, c'est juste que j'aimerais poser un contexte et un peu expliquer ce que c'est vraiment la cybersécurité. Ok. Comme ça permettra, en fait, à tout le monde d'avoir un peu les termes et de comprendre à quoi sert surtout la cybersécurité, tu vois. Ok. La première chose, je te propose en fait si moi je veux te porter atteinte, d'accord? Quel est à ton avis aujourd'hui en 2025, qu'est-ce que j'ai besoin pour te porter atteinte, à ton avis? Je pense que si tu arrives à entrer dans mon téléphone, Ok. c'est fini. Donc techniquement, c'est la donnée, c'est l'information, La data. le nerf de la guerre, exactement. Le nerf de la guerre aujourd'hui, Mehdi, c'est l'information. C'est-à-dire que si moi, je suis concurrent et j'ai de l'information sur toi, j'ai une avance sur toi. Donc aujourd'hui, même tu le vois, aujourd'hui, les États se battent en fait pour récupérer de l'information. La data. Exactement, la data. Donc ça, c'est un actif. Aujourd'hui, on fait de l'argent avec nos données. Tu vois, ton carnet de contact, tes mails, tes discussions WhatsApp aujourd'hui, c'est un asset. Tu travailles avec, tu fais de l'argent. Si un concurrent y a accès, c'est un danger pour toi. Donc ça, c'est la première chose.
Et c'est vrai, excuse-moi de te couper, Non, dis-moi. petite parenthèse. Là, on a vu une grosse fuite de données. Ah oui, j'allais en parler. Non, je te laisserai échanger dessus Oui, bien sûr, directement. T'es plus à même. J'ai un exemple aussi dessus qui est très concret. Mm. Donc revenons à la donnée. Comme tu l'as dit, donc la donnée, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre et c'est un actif. Il faut le considérer comme un actif. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on parle d'actif, c'est ce qu'on veut protéger, c'est ça, c'est la donnée. Maintenant, une fois qu'on a vu la valeur de la donnée, je vais te présenter en fait ce que c'est la menace. C'est ça aussi. De quoi on se protège, de qui on se protège. La menace, elle vient de plusieurs paramètres, enfin de plusieurs, on va dire, origines. Donc, tu as le premier, c'est les États. Les États utilisent des systèmes pour capter de l'information. Je te donne un exemple tout simple. En France, tu as un scandale qui est connu, qui est le fisc français qui a piraté un cabinet d'avocats parisien pour récupérer l'information de manière illégale. Ah ouais? Ouais. C'est dingue. Donc là, tu vois, c'est pour récupérer des informations sur les clients de cet avocat. Incroyable. Tu vois, qui gère, tu vois, des clients, qui s'occupent en fait de faire des montages financiers pour des clients. Tu vois. Ouais, c'est un peu comme les Panama Papers, etc. C'est un peu comme, tu vois, dans ce style-là. Tu vois. Donc là, on est dans une manière illégale. D'accord ? Donc les États. Ensuite, tu as ce qu'on appelle aujourd'hui la menace terroriste. Il faut savoir que le terrorisme, de quelque origine qu'il soit, utilise aujourd'hui des moyens d'attaque électronique et informatique pour récupérer l'information. Donc ça, c'est la deuxième menace. État, terrorisme. La troisième menace, c'est le hacker. C'est qui le hacker? C'est le pirate que j'ai engagé moi, par exemple, pour te nuire toi personnellement. Donc c'est la personne ou une entité malveillante que moi je vais payer pour te cibler toi directement. Donc ça, c'est la troisième menace. C'est via des ransomware, tous ces trucs-là? Alors ouais, ça c'est des techniques, tu vois. Mais ça c'est plus d'où vient la menace, tu vois. Okay, ensuite, le quatrième, c'est les stalkers. C'est j'ai une information qui peut te nuire, par exemple, je sais pas moi, quelque chose que tu as dit dans le cadre privé, je fais pression sur toi pour obtenir l'argent, ça s'appelle un stalker. Ça, il y en a beaucoup aujourd'hui, tu vois, sur les personnes exposées. Et la dernière des vidéos menace, compromettantes. Vidéos compromettantes, exactement, mails compromettants. La dernière, c'est la menace interne. La menace interne, cher ami, c'est le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, les amis et les employés. Ça, c'est la menace interne. Pourquoi ils sont internes? Parce qu'eux, ils ont des accès privilégiés. Ils ont accès à ton entreprise, ils ont accès à ton domicile, tu vois. Ok. Donc, tu vois un peu le panel de menaces. Est-ce que toi, Mehdi... Alors, petite parenthèse, les gars, ne vous mettez jamais en conflit avec Messoud. Il a toutes les techniques. Faites attention, il y a des limites. Machallah. Ah, il a toute une panoplie, les gars. Mais si on reste amis. Hein. Non, avec plaisir. Hein. Est-ce que toi, tu peux me dire sur tout ce panel de menaces, quelle est la menace la plus élevée? Alors, État, terrorisme, hacker, stalker et interne. Moi, celle qui me touche directement, j'ai déjà été victime d'un ransomware. Ok. Voilà. Okay. Donc, une fois, j'ai ouvert mon PC, j'ai cliqué sur un mauvais lien. Ok. Et d'un seul coup, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ok. Et on m'a demandé de payer une somme en Bitcoin pour pouvoir débloquer mes données. Ok. Je me suis renseigné, je pouvais rien faire, tout était crypté, etc. Bon, j'ai rien payé et à la fin, j'ai fini par jeter mon PC, tu vois. Ah, carrément. Ouais, je l'ai jeté parce que je me suis dit peut-être il sera toujours infecté, tu vois, il y aura toujours un problème. Donc j'ai préféré le jeter, mais depuis ce jour-là, je fais très attention aux mails. Par exemple, on reçoit beaucoup de mails, tu sais, par exemple sur Facebook, des gens qui copient des adresses mail. Mais il faut bien regarder toujours le. Exactement, il y a plusieurs techniques justement. Et c'est des petits malins, ils copient exactement ce qu'il faut et tout. J'ai pris Bitdefender, on pourra parler après. Oui, carrément, j'ai 2-3 conseils à donner justement par rapport à ça. Mais pour moi, c'est ma plus grosse menace, c'est celle-là. Après que les États nous espionnent, comme la NSA, tout ça, bon, bah, ça de toute façon, ils ont qu'à espionner, hein, ou Google qui savent ce qu'on a dans notre frigo et qui va nous recommander des trucs à manger. Ça, en soi, ça me dérange pas trop. Après, ce que tu as dit, c'est intéressant, la menace interne. La menace interne, exactement. Parce que celle-là, on la voit pas venir. Alors, la menace interne, cher ami, c'est la plus élevée. 80% des failles de sécurité d'une organisation, alors je dis beaucoup le mot organisation. Organisation, ça veut dire un État, une association, une entreprise, une famille. C'est une organisation. Là, on est une organisation, on échange de la donnée. D'accord ? Une organisation, donc 80% des failles de sécurité viennent de l'intérieur. Un employé mécontent, un employé malveillant, un membre de la famille qui te veut du mal. Il a accès, tu vois, il a accès à chez toi, il a accès à ton entreprise. Donc, c'est la plus grosse faille de sécurité, la plus grosse menace, d'accord ? Ok. Donc, on a vu la valeur de la donnée, on a vu ce que c'était la menace. Maintenant, on va rapidement voir quels sont les impacts. Et ça, c'est très important parce que tu disais, j'ai perdu mon PC, j'ai foutu mon PC en l'air, peut-être que tu as perdu tes datas aussi, tu vois ? À l'époque, j'étais vraiment énervé parce que j'avais bossé sur un projet et j'ai tout perdu. Ok. Tout. Donc, je ne vais pas encore dire la solution, on va garder pour après, mais
pour revenir aux impacts, et ça c'est très important, et les gens n'ont pas conscience des impacts, les gens ont conscience des impacts que quand ils sont victimes. C'est un peu comme la personne, tu vois, qui va jamais chez le médecin pour faire des checks, et le jour où il a vraiment mal, il va chez le médecin, et là le médecin va lui dire, bah, écoutez, là c'est trop tard, vous avez un cancer ou autre, tu vois, je vais un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il faut de la prévention. Il faut de la prévention, il faut de l'éducation et de la sensibilisation. Il faut vraiment les trois, tu vois. C'est pas que de la Mais c'est vrai prévention. qu'on n'appuie pas beaucoup dessus. Hein. Tu sais, même à l'école ou autre, ou même dans les médias, ou même au niveau étatique, hein, on ne parle pas de ce côté, comme tu as dit, qui peut extrêmement nuire à des personnes. Totalement. Peut-être tu as des anecdotes. Ah oui, j'ai des anecdotes qui sont très dark. Citer. Mais avant de continuer, est-ce que tu peux nous dire à peu près un travail dans la cybersécurité, ça paye combien à peu près? Pour ceux qui nous écoutent en tant que salariés, en tant qu'entrepreneurs, voilà, parlons un petit peu chiffres avant de rentrer dans les détails. Parce que comme vous avez pu voir, les amis, ces gens-là sont un peu les anges gardiens numériques, si on peut dire ça comme ça. Ça dépend de quel côté ils se trouvent. Ouais, exactement, il y a deux types d'anges. Par exemple, moi, j'ai rencontré, quand j'étais VTC, quelqu'un qui travaillait dans la cybersécu. Ouais. J'ai même accompagné une start-up dans la cybersécu, mais qui ne faisait pas de la cybersécu, il était dans un autre domaine. Et la personne me dit, normal, j'étais chauffeur VTC, je discute avec le client. Le gars, on discute toujours, et je lui demande, c'est quoi ton job? Il me dit, moi, je bosse dans la cyber. Je lui dis, ok, moi, je ne sais même pas ce que c'était pour moi. Il me dit, ouais, je travaille avec des banques au Luxembourg, et ils viennent, ils nous mandatent pour faire comme une sorte de... Ils doivent hacker, genre leur compte et je sais pas quoi. Et il me dit, si on arrive à le hacker, ils nous payent, genre. Totalement. Voilà, ils nous trouvent. Je lui dis, ok, mais je lui dis, je lui dis, donc, t'es capable de prendre l'argent de la banque, tu vois. Ah ouais, totalement. Tu vois, à l'époque, en plus, j'étais jeune, tu sais, un peu comme dans les films. Il me dit, je peux faire mieux que ça. Je lui dis, comment ça? Il me dit, tu sais, par exemple, il me sort un truc comme ça, véridique, en direct. Il me dit, si tu veux, je prends une ville, par exemple, comme Bordeaux, comme ça. Et il m'a dit, je peux hacker le système d'électricité de la ville. Il m'a dit, il n'y a quasiment aucune sécurité. Il m'a dit, il y a un bouton rouge comme dans les films. Il m'a dit, j'appuie dessus, je coupe toute l'électricité de la ville. Ah mais c'est totalement possible. Le gars, il me sort ça, en direct. Totalement possible. Écoute, il m'a donné des frissons. Tu sais, j'ai fait quoi? D'habitude, les clients, tu sais, je les fidélise. Je lui dis, ouais, tiens, ma carte et tout. Lui, je lui ai dit, faut zéro problème avec lui. Je te gagne. Mettez-moi pas d'étoiles, c'est pas problème. Je l'ai laissé partir tranquillement. Oublie-moi. Oublie mon nom, oublie qui je m'appelle. Non, ça, c'est gentil, ça. Tu vois, il y a deux, bien sûr, il y a deux. Et il me disait que ça paye extrêmement bien. Dans le côté bien, comme dans le côté malfaisant. Exactement. Alors, pour revenir aux anges, comme tu disais, tu as deux types d'anges. Tu as en fait ce qu'on appelle les black hats et les white hats. Chapeau noir et chapeau blanc, tu vois. Donc, chapeau blanc, ça va être les hackers qui ont les compétences qui leur permettent de pouvoir s'introduire dans des systèmes, tu vois, mais dans un cadre bienveillant pour trouver des solutions. Et tu as le black hat, celui qui va justement pirater pour récupérer de l'information, détruire ou copier, par exemple. Et donc, pour revenir à ta première question sur le salaire, tu peux même démarrer un minimum 2000 €, tu vois, 2000 € net par mois en France, 2500 €. Ça va vite, en fait. T'es recruté par qui? Alors, tu peux être recruté par des boîtes qui, qui peuvent être des... Alors, ça s'appelait à l'époque des SS2I, maintenant c'est des ESN qui peuvent te pousser chez des clients pour des missions. Tu as des boîtes de cybersécurité aussi qui te recrutent pour te faire travailler sur des projets, par exemple. Mais ils prennent des débutants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, etc. Parce que quand même, il faut avoir une certaine expérience. Si tu arrives en tant que débutant... Alors, tu peux te la faire toi-même, ton expérience. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de faire de l'expérience. Tu peux travailler sur des projets personnels. Moi, j'ai énormément travaillé sur des projets perso, de recherche, par exemple, sur des failles de sécurité. À l'époque, j'ai travaillé sur des failles de sécurité sur les cartes SIM. J'ai eu l'occasion de travailler sur des failles de sécurité dans la téléphonie mobile, donc en perso. Tu vois. Été recruté par les flics? C'est une bonne question. En fait... Parce que, tu sais, on regarde les experts, tout ça, les gars qui sont là, ils checkent tout ça. Alors, je suis probablement surveillé par des services de renseignement, c'est sûr, mais je me suis toujours tenu à carreau. Parce que mon père m'a toujours dit, la tranquillité n'a pas de prix. Tu vois. Et dormir sur ses deux oreilles, ça, c'est voilà. Donc, je me suis toujours tenu à carreau, je suis toujours resté dans le côté, on va dire, correct. Mais, il y a eu peut-être quelques incidents borderline. Quelques tentations. Où je vais sortir une carte joker. Mais, je disais, j'ai perdu le fil. Donc, ça commence à 2000 €. Ça commence à 2000 € exactement. En tant que junior. Et tu peux aller jusqu'à plusieurs millions. Je vais te dire pourquoi. Millions. Exactement. Parce que, regarde, aujourd'hui, tu peux même bosser pour des projets de ce qu'on appelle des bug bounty, donc des projets où tu as des sociétés comme Facebook, par exemple, prenons l'exemple de Facebook. Facebook met en place des programmes qui permettent aux gens de trouver des failles de sécurité. Toi, tu es chercheur, tu trouves une faille de sécurité,
tu vas voir Facebook, tu leur dis voilà, j'ai une faille de sécurité, tu la documentes et tu la présentes. Ils peuvent te payer $100,000, par exemple, pour une énorme faille. On parle de très grosses failles, jusqu'à $100,000. Est-ce que c'est des sortes de hackathons, tous ces trucs-là? C'est un peu dans le même style, exactement. Et ok. tu as la partie dark où, par exemple, justement, je suis pirate, je trouve une faille de sécurité. On reprend l'exemple de Facebook. Même Apple, c'est le meilleur exemple parce qu'on a un exemple concret. Moi, je suis chargeur de sécurité. Je trouve une énorme faille sur la dernière version d'iOS. Okay. Donc, je suis capable, moi, de pénétrer n'importe quel téléphone et d'y avoir accès. Cette faille-là, soit je vais voir Apple et je prends $100,000 et mon nom, ils le mettent dans les meilleurs chercheurs, machin. OK. Ouais. Et tu auras d'autres missions. Exactement. Okay. Ou je vais dans le côté dark, donc je vais sur le darknet, par exemple, et je vais revendre cette faille-là à des sociétés qui rachètent ces failles, et plusieurs millions cette fois, et qui les intègrent dans des produits qu'eux revendent, tu vois, à des États, par exemple, pour faire de l'espionnage un peu plus poussé. On prend l'exemple de Pegasus. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Pegasus. Il est dangereux. Logiciel israélien, je crois, non? Exactement. Il est dangereux, ce logiciel. Et voilà, Pegasus, donc c'est une société qui s'appelle NSO Group, qui derrière rachète des failles de sécurité sur le darknet, ou développent eux-mêmes des failles, tu vois. Mais la majorité du temps, tu vois, ils les achètent, ils les intègrent dans leurs produits, ils les revendent plusieurs millions derrière, tu vois. Donc, c'est un énorme business, tu vois. C'est là où je me rends compte vraiment du potentiel, au fait. C'est ouf. Totalement, tu peux vraiment aller loin. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler du scandale à l'époque de l'élection Trump, Cambridge Analytica. Oui, grosse histoire. Tu vois, comme quoi la donnée, tu vois, c'est le nerf de la guerre. Parce que si tu manipules la donnée, tu manipules l'opinion. Exactement. Si tu manipules l'opinion, tu la ramènes lors d'une élection, ça peut être game changer. Exactement. Si je peux me permettre, juste, je vais revenir à ce que je disais au début sur les impacts. Ça, c'est important, et j'aimerais juste les lister très rapidement, parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Tu vois, une fois qu'une personne est victime, il y a plusieurs types d'impacts. D'accord ? Le premier impact, c'est l'impact sur la santé. Si demain, tu es victime, tu vas pas dormir de la nuit, donc forcément, tu as un premier impact sur ta santé. Que ce soit sur ton business ou même perso. Ouais, c'est vrai. Ensuite, tu vas avoir un impact santé, un impact sur ta vie privée, ta confidentialité. Tu perds le contrôle de ta confidentialité. Tu vois, deuxième impact. Tu vois. Impact sur la réputation, forcément derrière ensuite. Donc, que ce soit ton business ou même privé, si ces informations elles sont là pour te nuire, tu vois, ta réputation elle est impactée. Donc 1, 2, 3, tu vas avoir ensuite l'impact sur ta sûreté. Donc en anglais on dit safety, c'est impact sur ta sûreté physique. Si moi par exemple, aujourd'hui on a le cas, hein, si tu es un influenceur par exemple et je veux me nuire. Oui, te nuire ou même te kidnapper. Voilà, je cherchais le mot kidnapper. Bah, je vais récupérer de l'information sur toi. Donc j'ai un impact sur ta sûreté. Influenceur crypto. Oui, influenceur crypto, exactement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, tu as un impact sur ton temps. Tu vas perdre ton temps à régler le problème. Tu vas arrêter de travailler ou tu vas te concentrer sur le problème. Imagine-toi un exemple tout simple, Mehdi. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Les gens qui mettent le même mot de passe partout. C'est simple. Non, moi j'ai un gestionnaire de mot de passe. Super. Très bien. On en parlera en off, tu me diras s'il est bien ou pas. Ok. Les gens qui mettent le même mot de passe partout, imagine-toi juste sur ce principe-là, ils se disent bon, bah, maintenant il faut que je change mon mot de passe sur tous les comptes que j'ai. Tu vois, le temps fou que tu prends. Il va falloir se connecter sur chacun des comptes, changer les mots de passe, donc, et va falloir en plus retrouver les comptes, tu vois, aussi. Donc, et le dernier impact, c'est sur financier, forcément. Donc, tu vas, perdre ton argent parce que forcément, allez, 60% des cas, c'est de voler de l'argent, donc tu vas perdre de l'argent sur là, mais tu vas aussi perdre de l'argent à mettre en place des mesures dans l'urgence ou à appeler un consultant comme moi qui va te facturer à l'heure très cher. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est un peu, tu vois, les impacts, tu vois. Ok. Et petite parenthèse comme ça, tu penses quoi des gestionnaires de mots de passe ? Ben, écoute, ça c'est une très bonne chose à faire. Il faut absolument le faire, mais pas que. Tu vois. Mettre un mot de passe maître et ensuite par Exactement. exemple, Alors, c'est plus une clé de chiffrement, c'est que tu mets sur un portefeuille. Il faut considérer le portefeuille de mot de passe comme étant un portefeuille. Par exemple, un LastPass. LastPass. Alors LastPass, ils ont une faille de sécurité, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais t'as Dashlane qui fonctionne très bien, qui est surpuissant. Alors il y a même des gens que je connais qui utilisent, tu vois, le ledger de crypto. Tu peux l'utiliser comme portefeuille de mot de passe si tu le souhaites. Ok, mais tu es obligé de le connecter à chaque fois. Tu es obligé de le connecter, mais c'est ça qui est bien. Parce que par exemple, moi, LastPass, tu vois, par exemple, moi, j'utilise souvent LastPass. Tu viens, il y a la petite, tu sais, de l'extension Chrome, que ça se remplit tout seul. Exactement. C'est ça le but, en fait. C'est ça le but. Donc, ça te permet de sécuriser tes mots de passe et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y a eu quelques incidents. Ils ont un incident. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est souvent. Sans dire oui ou non, on va pas casser le business, mais. Alors, justement, je vais revenir sur ce que tu disais, tu sais, les grosses fuites de données. Je vais prendre un exemple très simple qui nous concerne nous, c'est Free. Je ne sais pas si tu te souviens, Free, il y a 1 an,
à peu près jour pour jour, qui s'est fait pirater. C'est 19 millions d'utilisateurs de leur base de données. Tu te rends compte? Wow. C'est énorme. Ouais. Et Free, c'est pas une petite boîte. Ils ont bien sûr communiqué. Donc 19 millions de données, c'est nom, prénom, adresse mail, date de naissance. Ils sont obligés de communiquer. T'es obligé de communiquer. C'est une loi? Alors, je sais pas si c'est une loi. Alors, il me semble que oui, c'est une loi justement parce que quand tu stockes de la donnée personnelle qui te permet d'identifier des gens, tu es soumis déjà à RGPD en premier. Et RGPD que tout le monde connaît, c'est pas seulement le petit cliquer sur accepter sur le coup. Un truc qui nous casse la tête. Exactement. RGPD, c'est des règles qui imposent aux sociétés qui stockent de la donnée personnelle de mettre en place des protections, du chiffrement, de désigner des gens qui s'occupent de justement séparer les données-là. Et donc, on parlait de Free. Free, ils ont investigué. Après investigation, ils ont vu qu'en fait, ça venait de l'interne et que c'était simplement un employé qui avait donné un accès à la base de données à une personne externe. Et cette personne externe, elle a fait une copie de la base, tu vois. C'était malveillant par l'employé? C'était totalement malveillant. Bah, forcément, le mec, peut-être qu'il a été... Alors, la base, elle a été vendue 190 000 $ sur le Darknet, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Moi, je suis Bouygues Télécom, par exemple. Je peux déjà être client. Mais tu sais, c'est dingue parce que moi, quand j'avais ma boîte au Maroc, j'avais un call center. Ouais. Et forcément, nous, on avait besoin de données, on avait besoin de numéros de téléphone à appeler. Et il y en avait qui nous vendaient des listings un peu au black, un peu obscurs. On ne prenait pas parce qu'ils n'étaient déjà pas qualitatifs et on ne savait pas d'où ça venait. Et on passait par une société connue qui est à Pignon sur Rue en France. La donnée, elle coûtait très très cher. Je payais des 10 000 € un listing. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est ouf. Tu sais, j'ai même fait quoi à un moment donné? J'ai voulu développer un outil qui générait des numéros de téléphone automatiques. J'ai connu tu ça. vois, voilà, pour pas payer en gros ce truc-là. Parce que la data, elle coûte extrêmement cher. Et plus elle est qualifiée, plus elle coûte cher. Exactement. Et tous les call centers, leur carburant, pour qu'un call center puisse tourner, il lui faut de la data. C'est ça le carburant. Exactement. Donc il y a un gros business de data et ça, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai été confronté dedans. Non, et est-ce que tu peux nous parler d'une petite anecdote d'attaque ou de faille que toi-même tu as vécue? Alors, oui, la plus grosse anecdote. J'en ai plein. La plus grosse faille que tu as vécue, le truc de dingue, quoi. Moi, dans mon cas... Peut-être tu as été appelé en urgence par un client, sans citer bien évidemment peut-être la structure ou autre, parce que peut-être c'est confidentiel, mais nous expliquer un peu, voilà, peut-être... donner un petit peu à manger. Quoi. Bien construire un exemple dans mes débuts. Alors, je suis le fondateur d'une agence de cybersécurité pour VIP. Voilà, donc je me suis niché sur ces clients-là, et donc j'ai eu l'occasion de travailler pour VIP, pour que les gens nous comprennent bien, c'est-à-dire. Alors, les VIP sont les membres de famille royale, par exemple, les politiques, les célébrités, les influenceurs, les sportifs. Les grands chefs d'entreprise. Et mon agence, en fait, propose ces services pour protéger ces gens quand ils sont en dehors de leurs organisations. Ça veut dire que, je te prends un exemple tout simple, un gros chef d'entreprise, quand il va être dans son entreprise, il est protégé par l'entreprise. Mais quand il part en vacances, il n'y a plus personne. Et un hacker intelligent ou un concurrent intelligent, par exemple, c'est souvent un concurrent qui s'attaque au CEO, ben il va aller s'attaquer au chef d'entreprise quand il est en vacances ou quand il est à l'extérieur, pas quand il est dans sa boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on intervient à ce niveau-là, tu vois. Et dans mes débuts, moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour des fortunes saoudiennes. Et je me souviens, quand j'avais lancé l'agence, il fallait absolument que je vende mes services. Et pour vendre mes services, il faut faire des proof of concept. Donc tu montres au client ce que tu es capable de faire. Tu sais, souvent le client il dit oui, bah piratez-moi, tu vois. Ok. Sauf que ça, faut pas le faire. Ça, je déconseille aux gens de le faire parce que ça peut se retourner contre eux. Non, tu vas faire des démonstrations, d'accord? Alors. À cette époque-là, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais à cette époque-là, je m'occupais de l'internet en fait de ce client-là et à Paris. Et donc il avait un appartement parisien. Très grands appartements, tu vois, donc de la domotique, de la vidéosurveillance et tout. Et il faut savoir que ces gens mettent des caméras partout. Au niveau privé. Ils mettent même des caméras dans les salles de bain des enfants pour surveiller le personnel, tu vois, avec les enfants, tu vois. Ok. Donc, je trouve une faille de sécurité sur les caméras et j'organise un rendez-vous, une démonstration. Je lui montre que moi, je suis capable, étant externe, sans le mot de passe, il ne nous a jamais donné le mot de passe, je suis capable, depuis l'extérieur, d'accéder aux caméras, tu vois, privées, tu vois. Ouf. Donc, je lui fais la démonstration. Déjà, alors, comment t'as fait? Quand j'organise... Alors, c'est simple, hein, une faille de sécurité, ça se trouve sur Internet. Si, admettons, tu mets pas à jour tes systèmes, ben, la faille de sécurité n'est pas patchée.
comme les gens qui mettent des IoT, par exemple, des objets connectés, pardon, avec des vidéosurveillances pour surveiller chez eux, si ils font pas de mise à jour, le constructeur fait des mises à jour pour corriger ces failles de sécurité en premier. En plus des mises à jour techniques pour... Parce que des fois, on veut être en circuit fermé, on veut pas se connecter à Internet pour éviter ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font, mais si tu as besoin d'avoir des alertes, alors tu peux, si tu n'as pas besoin d'avoir la vidéosurveillance à distance, mais juste des alertes tu peux quand même toi rentrer dedans. Oui, totalement. Même si c'est fermé. Il y a tout un tas de moyens. En fait, tu peux le mieux. Alors, ça, c'est une vulnérabilité, c'est la différence de la menace. La plus grosse vulnérabilité dans tout système d'information. Un système d'information, Mehdi, c'est, si on prend l'exemple de cette pièce, les lumières, notre poids, la marque des micros, la marque des caméras, la taille de la table, c'est des informations, on est d'accord. Tout ça, ça constitue un système d'information. Il faut considérer un système d'information de n'importe quelle organisation, ok. Si moi, je veux récupérer le mot de passe de tes caméras, je ne vais pas m'attaquer aux caméras, je vais m'attaquer à toi humain. Je vais essayer de faire en sorte de t'envoyer des fausses pages de phishing par mail, comme tu disais, par lien, en te disant, tiens, je suis la marque de caméra Intel, il faut réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur ce lien. Allez, 60% des cas, les gens, ils le cliquent. Donc, et les Bitdefender, tout ça, ils peuvent rien. Alors, ça, justement, ces solutions. Mais alors, si moi, ce que je te propose. On en parlera à la fin. Mais pour nous finir un petit peu cette anecdote. L'anecdote de la fortune saoudienne. Ouais. Exactement. Alors, déjà, le fait d'avoir gagné un rendez-vous, il était pressé, donc faites vite, vous m'emmerdez, tu vois. Ouais. Pardon. Et donc, je lui fais la démonstration, et là, il pète un plomb. Et là, je vois la personne, tu vois, qui se décompose, qui se dit attends, c'est pas normal, on a toujours fait attention, le mot de passe on l'a toujours gardé, tu vois. Et donc le fait. Il avait personne avec lui qui gérait ça. Alors c'était normalement un Saoudien à distance qui lui gérait, tu vois, son IT, tu vois, donc un technicien qui l'embauchait à distance, tu vois, qui gérait son IT et passait par des prestataires, tu vois, à l'époque. Donc on lui fait je lui fais la démonstration et là, techniquement, le client il a peur, donc il prend peur et là derrière tu lui proposes des solutions, tu vois. Ok, excellent. Voilà. Donc là, il t'a dit directement, je te prends. Il a dit directement, c'est combien, surtout. Combien ça coûte, tu vois. Pour eux, l'argent n'est pas un problème de base. Alors, l'argent n'est pas un problème, mais il faut déjà en premier travailler la confiance. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'avec les grosses fortunes, c'est plus basé sur la confiance. Ils beaucoup ont peur basé de se faire arnaquer. C'est pas un problème d'argent, c'est vraiment basé sur la confiance. Donc ils vont te tester en premier, il faut avoir un peu d'ancienneté avec eux. Donc moi j'ai commencé techniquement. Du commercial aussi, peut-être du relationnel. Faut du commercial, du relationnel. Non, après, une fois que tu as le relationnel, t'arrives à. Parce que comme tu rentres dans leur vie privée, donc forcément, ils peuvent pas faire entrer n'importe qui. Effectivement, j'ai vu des célébrités que vous connaissez vous à la télé dans leur cadre privé, effectivement. Bah oui, parce que toi, ils font une enquête peut-être sur toi aussi. Eh ben, figure-toi que non. Je t'assure que non. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, alors, pour la petite anecdote très rapide de comment je me suis retrouvé chez ces clients-là, c'est simple. Je me suis fait connaître d'un fils de dentiste qui connaissait en fait tous les, on va dire, fortunes arabes qui venaient sur Paris, qui avaient besoin d'Internet et de satellite. Okay. Et vu que je parle arabe et que je me déplace rapidement parce que je suis tout le temps en scooter, on m'a envoyé, tu vois, chez ces gens-là pour faire des interventions. Bien. Et donc, j'arrive à ces gens. Réseau. Réseau, exactement. Okay. L'arabe, c'est quoi? Tu parles déjà non, moi, je suis franco-égyptien. تتكلم باللغة العربية. بكلم اللغة العربية بالفصحى. Alors, l'égyptien ne parle pas le fusha, tu vois. Nous, on a notre dialecte égyptien. Mais il est connu parce que tout le monde le parle un peu. Exactement. Tu vois. Donc, je comprends, tu vois. C'est une force, au fait. C'est-à-dire, pour toi, parler arabe, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été une force pour rentrer, on va dire, un peu pénétrer ce marché-là. Totalement. Il faut savoir que, alors, les Saoudiens, si on parle que des Saoudiens, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les Saoudiens, ils parlent pas très bien, ils parlent très mal anglais, les Saoudiens. Ils sont pas très bons en anglais, ils sont plus à l'aise avec un arabe. Alors, malgré que, avec certains clients, j'ai pas prendre ça en mode arabe, tu vois, pour garder un peu de distance. Tu sens que la proximité. Ah ouais, les clients, il est plus à l'aise, il arrive à s'exprimer, il arrive à te comprendre surtout. Tu vois, donc, c'est un truc en plus qui m'a aidé avec ces clients. Et est-ce qu'il te recommande ensuite à d'autres personnes? Ah, c'est une très bonne question. J'ai eu une grosse anecdote sur ça. J'ai travaillé pendant longtemps pour un énorme prince saoudien. De la famille royale, ok. Il y a une fois, je suis parti le voir, je lui ai dit écoutez, votre Altesse royale, comme on dit, tu vois, votre frère, c'est votre voisin. Ils habitent tous les deux, tu vois, dans Paris, voisins. Donc, ils ont d'énormes demeures. Je leur ai dit écoutez, votre voisin, c'est votre frère, vous pouvez me recommander à lui, comme ça, on le met bien en cybersécurité aussi. On le protège. Il m'a dit écoute-moi, Massoud, si tu vas voir mon frère, tu reviens plus me parler. Je veux pas que mon frère il ait
tel niveau de sécurité. Je veux pas qu'il sache que je fais de la sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très compliqué. Ça t'a fait En fait, t'as compris quelque chose. Ouais. Là, tu t'es dit, tu t'es dit quoi, justement? En fait, là, je me suis dit, le problème, c'est que... Alors ça, c'est un bon conseil que je peux donner aux gens, et c'est une chose que j'ai pas faite moi. Personnellement, je le regrette aujourd'hui, c'est que moi, j'ai toujours... tu me disais, t'as pas été recruté par les États... Alors non, parce qu'en fait, j'ai toujours développé l'art de la discrétion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai très peu utilisé les réseaux sociaux. J'ai eu un compte Facebook très tard. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'utilise pas Instagram, j'utilise pas Snapchat, j'utilise pas TikTok, par exemple. Tu vois, j'ai jamais installé l'application, tu vois. Alors, même si je fais de la deep tech en cybersécurité et de la recherche profonde avec des outils un peu puissants, tu vois, j'ai jamais touché à ces choses-là. Donc, aujourd'hui, si je devais justement peut-être me donner ce conseil-là dans mes débuts, investissement dès le début, il faut parler. Il faut parler aux gens, il faut dire ce que vous faites. Tu vois. Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que tu es censé protéger la sécurité? Si toi, tu t'exposes, entre guillemets, est-ce que ça risque... Enfin, ça peut t'aider en même temps, parce que ça te permet de te faire connaître, mais comment trouver le juste milieu entre ne pas devenir une cible en même temps? Exactement, parce que totalement. si les gens savent que tu protèges telle ou telle célébrité, est-ce qu'ils risquent pas justement de s'attaquer directement à toi? Exactement. Alors, moi, j'ai jamais communiqué sur le nom de mes clients. Ou peut-être, est-ce que ça t'est déjà arrivé? À ma connaissance, non. Tu vois, pour l'instant. Mais moi, j'ai toujours pensé, je me suis dit, voilà, je vais créer une agence opaque à la CIA qui va protéger les clients VIP et VVIP. Donc, ça existe un VVIP. VVIP. VVIP, ouais, exactement. Donc, c'est des gens qu'on connaît pas, tu vois, qui sont dans l'ombre. Je t'assure que ça existe. Et donc, essayer de transformer ces clients en ambassadeurs. Voilà. Sauf que, vu que dans mon travail, je les ai aussi sensibilisés à la discrétion. Ils font pas tourner les plans. Ils font pas tourner les plans. Ils font pas tourner les plans, mais surtout, ils veulent pas. Ça reste privé, tu vois, la cybersécurité. Moi, je comprends. En fait, ils se disent, si tu mets le même niveau là-bas, il n'a pas envie peut-être que l'autre il sache, etc. C'est vrai. Donc chacun il a son propre, tu vois. C'est un conseil que même je vais donner. Si vous mettez en place des mesures dans votre entreprise ou même personnellement, il faut pas le dire. On va pas dire j'ai ça comme système, parce que tu donnes de l'information, tu vois. C'est ça en fait. C'est vrai. Ça va faire partie des conseils. Et quels sont les pires réflexes que les gens ont sans le savoir? Alors c'est une très bonne chose et tu l'as dit tout à l'heure, c'est justement faire confiance. C'est-à-dire que tu vois, quand tu vas recevoir un mail d'Amazon qui va te dire votre colis est en attente, tu as des gens qui vont cliquer en faisant confiance sans avoir, tu vois, les 2-3 points à vérifier ou sans avoir mis en place des mesures avant de cliquer, justement. Parce que ça reste toujours l'humain, la vulnérabilité, la plus grosse vulnérabilité de n'importe quelle organisation, c'est l'humain. Ouais. On va s'attaquer à l'humain en premier. Tu parlais de test d'intrusion tout à l'heure. Tu disais, la personne que tu as rencontrée dans un VTC disait, je gagne beaucoup d'argent dans les banques. On appelle ça un test d'intrusion. Tu as des sociétés qui payent ça pour tester leur sécurité. Nous, on le fait pour nos clients. Donc, on met notre casquette de hacker et on va tester la sécurité de nos clients en jouant des scénarios, en tentant justement de récupérer de l'information, en se faisant passer pour une personne externe et ensuite pour un employé en interne de l'organisation. Tu vois? Oui, faut tester ça, tu vois. Donc, on teste ces choses-là. Est-ce que toi, tu as déjà eu des blocages où genre, t'arrives pas? Ah oui, ça arrive, bien sûr. Ouais, totalement. Non, on connaît pas tout. On n'est pas je sais que c'est expert dans tout. Peut-être c'est un peu discret, mais est-ce que tu es dans une team? Parce que des fois, on voit des sortes de teams, genre des équipes de l'ombre, et dans l'ombre, en fait, tu as ton blaze à toi. Ouais, totalement, oui, ouais, exactement. Et genre, t'es connu, mais on sait pas que c'est toi. C'est vrai. Je l'ai démasqué, les amis. On va pas balancer le blaze de toute façon, exactement. Mais ça existe. T'as des communautés surtout. Des communautés. Alors, moi, j'ai des collaborateurs avec qui on travaille, des confrères avec qui on travaille, on échange des services et de la techno. Okay. Mais tu as les communautés aujourd'hui. Ça, c'est génial. Avant, chacun était dans son coin. Maintenant, tu as des communautés. Moi, je suis par exemple dans des salons Discord aujourd'hui de mecs qui s'amusent à prendre tous les caméras que tu achètes sur Amazon, de les démonter, d'essayer de les pirater, tu vois, et de changer le firmware pour trouver des failles de sécurité. Et les mecs, ils publient leurs travaux gratuitement. Donc, c'est une mine d'informations énorme. C'est ouf. C'est génial. Et donc, la communauté, c'est ultra important. Quand vous vous lancez, moi, je pense, alors, je vais parler que de la cybersécu et de la techno. Communautés, parce que moi, quand j'entends, tu sais, hacking, tout ça, c'est plus darknet, tout ça. Plus maintenant. Alors, tu vas avoir des communautés dark où les mecs, ils font des opérations pour justement... Ça, exactement. Mais les communautés maintenant d'échange dans le domaine, elles sont super accessibles.
super accessible. Non, eh ben, j'ai commencé, moi, dans les communautés de hackers Et en France. est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des jeunes qui nous regardent de se lancer dans la cybersécurité? Est-ce qu'il y a, pour toi, il y a un marché Je parle pas, attention, je vais le vendre. Hein. Voilà. Est-ce que toi, tu conseillerais ça? Alors, on va dire les domaines aujourd'hui sur lesquels il faut investir, que ce soit son temps, son argent ou même de la formation, c'est aujourd'hui, je vais dire cybersécurité en premier, cybersécurité, big data, intelligence artificielle, blockchain. Voilà. Ça, c'est les domaines sur lesquels il faut savoir comment ça fonctionne. Pas forcément être expert, mais il faut connaître ces domaines-là. Et en cybersécurité, il faut savoir que la cybersécurité est connectée, tu vois, à tous ces domaines-là. Ok. Et en fait, techniquement, si tu regardes et si tu fais la liste de tous les entrepreneurs qui sont autour de toi, ils utilisent tous un ordinateur. Tout le monde est connecté maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, tu vois. Qui a pas de smartphone, à part Totalement. peut-être les agents secrets qui traînent avec des téléphones spéciaux. voilà, On connaissait un téléphone spécial à un moment donné, il était utilisé. Ouais, t'as plusieurs marques. Ouais, il y a plusieurs marques. Hein. Plusieurs marques de téléphone. Non, plusieurs marques de téléphone qui existent, qui te permettent des trucs. Faut savoir Des réseaux comme Telegram peut-être. Alors, Signal. Il faut savoir que dès que tu as une technologie un peu puissante en chiffrement qui est vendue, automatiquement, tu vas avoir des États qui vont tenter de s'infiltrer pour justement, parce que la majorité du temps, les gens qui utilisent ces technologies-là, tu vois, c'est des comment on appelle ça? C'est trafiquant de drogue, tu vois, c'est des choses comme ça. Okay, donc c'est pour la criminalité. C'est pour la criminalité, exactement. C'est pour la criminalité. Mais est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que ça t'a évoqué lorsque le CEO de Telegram, il a été arrêté à Paris? Alors, Telegram, c'est assez spécial. Il faut savoir qu'au début de Telegram, c'était quelque chose de, on va dire, chiffré de bout en bout, ce qu'on appelle chiffrement de bout en bout. Ça veut dire que j'envoie un message, le message que j'envoie, il est signé par mon téléphone, par moi-même, et donc il est chiffré, et la seule personne qui peut être déchiffrée, c'est la personne qui reçoit le message, chiffrement de bout en bout. Sauf que pareil, tu vois, dès que tu as une technologie qui est un peu connue, où tu as beaucoup d'utilisateurs, Telegram, c'est des milliards d'utilisateurs, il me semble, c'est 1 milliard d'utilisateurs minimum, hein, Telegram, c'est énorme. Hein. Ouais. Donc forcément, derrière, tu as des États qui ont donné la société à cette personne-là, donc à Pavel Durov, pour avoir des accès forcément. Donc en premier la Russie, ensuite d'autres pays, tu vois. Donc non, forcément, dès que tu as une grosse techno, elle est tout de suite... Alors, maintenant, le conseil que je peux donner aux personnes qui veulent justement augmenter leur niveau de sécurité, il y a, alors si on est à ce point-là, alors juste avant ce point-là, si tu peux me permettre, je voulais juste terminer une chose qui était très importante, c'est quoi la sécurité? La sécurité, la cybersécurité surtout, c'est de travailler sur le risque. C'est comme ça qu'on fait de la cybersécurité. C'est-à-dire que tu vas... On travaille sur les causes, pas les conséquences. Alors, ouais, ok, on peut dire ça comme ça, mais surtout le risque. C'est-à-dire que il faut déjà savoir ce qu'on veut protéger, ce que j'ai dit au début, l'information, de quoi on veut le protéger, la menace, et comment on va le protéger. Et le comment on va le protéger, c'est la cybersécurité. Donc l'objectif de mettre en place des mesures de sécurité, c'est de baisser son niveau de risque et d'augmenter son niveau de sécurité. Donc toi, ce que tu fais concrètement, tu fais un audit totalement de sécurité, voilà. Tu vas checker un peu tout ça. Audit de sécurité, test d'intrusion en premier. Donc on fait un audit de sécurité. Alors nous, on le fait complet, c'est-à-dire qu'on va même mettre en évidence les risques du client. On va dire, mais voilà, comment concrètement? Par exemple, demain, tu as un client qui vient à Dubaï. Voilà. Donne-nous un exemple très concret. De comment les étapes de comment ça peut se passer. Alors je peux te raconter des choses qu'on a faites sur la ville de Monaco. J'avais des clients là-bas. C'est simple. Alors on vient et je t'enverrai des photos en perso, tu verras. Alors j'adore ça. Ça, c'est ce que j'ai fait le plus. C'est vraiment là, tu te mets dans on s'est amusé à, tu vois, faire le tour de la villa du client pour voir si on captait de l'information en externe, en radio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je dis radio, c'est Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui est domotique aujourd'hui, c'est dans la radio. Donc, en fait, tu vas venir, tu vas te mettre dans la peau de quelqu'un qui a pas d'informations sur la cible et on va tenter de récupérer de l'information autour. Tu vois, là, je parle de physique. Mais techniquement, en général, comment ça se passe? C'est que, premièrement, tu fais de la reconnaissance. Ça veut dire que tu vas récupérer par le biais de ce qu'on appelle l'OSINT. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Non. Donc, Open Source Intelligence, ça veut dire qu'on va récupérer le maximum d'informations sur la cible de ce qu'il y a en public. Donc, sur l'Internet visible, mais aussi sur le Darknet. Tu as des outils pour ça? Oui, il y a énormément d'outils pour ça. Et il y a surtout aujourd'hui l'IA qui te permet d'aller très, très vite. On allait en parler ça de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi? Reconnaissance. On a l'impression qu'il y a un camion avec une antenne à l'extérieur qui pointe dedans. Alors ça avec un gars qui espionne. Ouais, totalement. Ça on le fait.
Ça, on le fait parce que ça fait partie justement C'est du matos quand même. Hein. Alors, c'est du matos, mais aujourd'hui, tu as la chance, donc disaient les communautés, tu as énormément de gens qui partagent des outils qui sont géniaux, qui sont gratuits. C'est ça qui est génial. Ah ouais. En fait, il suffit de chercher un peu et tu trouves, au lieu d'acheter le système. Alors, je te donne un exemple d'outils qu'on a développé, nous. C'est, tu as un système qui te permet, tu appuies sur un bouton, ça te pirate tous les Wi-Fi. Automatiquement. D'accord. Ça coûte 200 000 euros. C'est inaccessible financièrement. Bah, nous, on l'a fabriqué. Donc, on a le système là qui nous permet de nous tester la sécurité du client. C'est-à-dire que concrètement, tu peux rentrer dans n'importe quel Wi-Fi. Ouais. Totalement. Pourquoi, à ton avis? On disait ça tout à l'heure. Dingue. À ton avis, pourquoi? Comment on fait justement parce qu'on attaque l'humain. Bah, tu vois, je te donne un exemple tout simple. Si moi je veux te demander passe Wi-Fi, je vais te le demander. Je vais te le demander à toi. Je vais te le demander en faisant en sorte que ton téléphone il se déconnecte de ton Wi-Fi, il se connecte sur mon système et mon système il t'affiche une page en disant vous avez été déconnecté du Wi-Fi, vous pouvez me le redonner s'il vous plaît. Tu vas le redonner. Ah ouais. Tu vois, parce que tu fais confiance. Mais comment t'es rentré la première fois dans son téléphone? Dans le téléphone du client. Tu veux dire du réseau Wi-Fi? Ouais, le réseau Wi-Fi. Non, pareil, en fait. Alors, en 2013... Tu peux te brancher sur les câbles électriques, par exemple, à des l'extérieur et tout. Oui, toutes les techniques sont possibles. Parce qu'en fait, on rentre un peu dans l'espionnage. Hein. Bah, c'est totalement ça. Alors, l'espionnage, c'est autre chose. Attention. L'espionnage, c'est le fait de surveiller sans consentement. Parce que tu as les nouvelles techniques d'espionnage, les outils, les machins, un peu de James Bond, Mission Impossible. C'est un peu... Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. On va garder une certaine confidentialité, mais j'aime bien, moi, un petit peu en savoir un peu plus. Mais moi, ça me rappelle un petit peu tout ça. Hein. Ouais, non. Avec tous ces outils, parce que demain, tu veux espionner, par exemple, là, dernièrement, j'ai vu un milliardaire je ne me rappelle plus quelle nationalité, il a avalé apparemment une abeille. Ok. Ah oui, c'est récent. Une abeille qui l'a tué. Est-ce que c'est réellement une abeille ou tu vois ou peut-être tu penses un mini drone un mini drone aujourd'hui ils sont ça là. Je sais pas sur cette histoire mais moi j'ai jamais vu un mec avaler une abeille et mourir. Ouais, c'est vrai que tu sais que je crois que l'abeille en fait si tu l'avales elle te pique dans la gorge, tu peux t'étouffer. T'as déjà vu toi un mec tu vois? Ouais, j'ai pas vu l'histoire exactement. Je sais pas hein. Quand on voit les petits outils, il y avait une série Netflix qui montrait un peu les outils tu sais d'espionnage etc. qui sont utilisés à distance pour écouter. Il y a des brouilleurs d'ondes. Exactement. C'est costaud quand même. Hein. C'est costaud, mais ça devient de plus en plus accessible, cher ami. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la quantité d'informations que tu as sur Internet, le fait que maintenant tout le monde partage, tu vois, des montages ou autres, tu peux avoir n'importe qui veut se lancer dans le domaine, fait un peu de recherche, développe un peu de solutions, et il peut avoir des outils qui sont très, Et avec l'IA, est-ce que tu penses que demain, sans entrer dans l'utilisation de l'IA malveillante, mais que l'IA en elle-même, elle peut être malveillante parce qu'on lui met entre guillemets des garde-fous, etc. Mais est-ce que l'IA peut être capable justement de contourner les règles de sécurité à son propre avantage, un peu comme dans des films, tu vois, e-robots et j'en passe. Charmy, tu sais qu'aujourd'hui, l'IA, nous dans notre domaine, elle nous permet d'aller très vite. Tu vas plus vite. En fait, ça, l'IA. C'est ça, aujourd'hui, surtout les modèles qui sont accessibles te permettent d'aller plus vite dans la productivité ou autre. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, d'accord ? Forcément, tu as des modèles de langage que tu peux acheter sur le darknet qui sont orientés piratage, qui sont orientés phishing, qui n'ont pas de limite sur ces choses-là. Donc ça existe. Comme tu as des modèles de langage qui sont disponibles, ChatGPT, Claude, Llama, voilà. Ok. Donc maintenant, il faut savoir que j'ai une anecdote qui est très intéressante, qui est très connue aussi. La première, c'est la première personne qui a inventé le deepfake. Tu sais ce que c'est le deepfake ? C'est le fait de remplacer son visage sur une vidéo. Voilà. Donc, l'une des premières personnes qui a commencé à faire ça, l'arnaque au président, c'est un franco-israélien qui s'appelait... Il y a une série Netflix sur lui qui est très marrante à regarder, qui s'appelait Le Masque, où le mec, je ne sais pas si tu te souviens du film Madame Doubtfire. Ouais. Ok, Doubtfire, tu vois, le mec, il a fait exactement la même chose, le mec. Il s'est fait un masque, tu vois, de Jean-Yves Le Drian. Il faisait des conf calls avec des contribuables français, donc des fortunes françaises. Il leur disait, écoutez, on a besoin de tant de milliards pour payer des rançons d'otages, tu vois, parce que la France ne négocie pas avec les terroristes, et donc vous payez, et nous, on vous fait des réductions d'impôts. Et donc le mec, il a pris des millions, tu vois, et il l'a fait sur Skype. Et en fait, vu que Skype, tu vois, la vidéo, elle n'est pas forcément de bonne qualité, quand la personne qui est fortement une fortune française, qui est peut-être un peu âgée, tu vois, qui se retrouve en Skype avec le ministre, tu vois, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, il accepte, tu vois. Donc c'est lui, tu vois, l'une des personnes qui a commencé à utiliser deepfake. Maintenant, ça a été réutilisé par le gros scandale tu te souviens de la dame qui s'est fait voler, alors je me souviens plus de quand, mais de combien, mais qui s'est fait voler de l'argent avec Brad Pitt.
J'ai entendu parler. Ouais. Pareil, deepfake. Le mec, ils ont créé une faux, voilà, et apparemment, je crois qu'il parlait même sur les vidéos. Donc la dame, elle est tombée dedans. Donc quand tu regardes la dame, la dame, elle a pas de problème mentaux. Tu vois, c'est une personne les normale. brouteurs. Mais tu vois, les brouteurs, exactement. Ouais. Tu vois. Donc l'IA maintenant va te permettre de, voilà. Vu qu'on attaque l'humain, on peut facilement, tu vois, créer des vidéos, des appels. C'est vrai qu'en plus, là, avec, je sais pas si tu as vu, un outil que Google va ouvrir à tout le monde pour les shorts, qui va permettre à tout le monde de faire des shorts d'hyper qualité. On n'arrivera même plus à distinguer l'intelligence artificielle de l'humain. Tout ce qui est créateur de contenu, maintenant, ils ont un concurrent. Ils ont un concurrent énorme. Où tu vas, justement, aujourd'hui, tu vois, générer du contenu de meilleure qualité plus rapidement avec de l'intelligence. Donc, dans le mal, tu vas utiliser justement de l'IA. Si moi, je veux attaquer une organisation, je vais justement, tu vois, utiliser l'IA qui va beaucoup plus rapidement créer des faux SMS, tenir des conversations téléphoniques avec toi, ou même, attends, il y a un truc qui est très intéressant, ça, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, on parle de deepfake. Tu te souviens de l'histoire du Hongkongais, de la société hongkongaise qui s'est fait voler 200 millions en un virement? Non. Comment ils ont fait? Les mecs, ils ont ciblé la comptable. C'était un mec. Ils ont visé le comptable. Le mec, il travaille dans ses chiffres. Voilà. Ils ont organisé une conf call avec ce mec-là, où en fait, toutes les personnes de la conf call, c'est des gens que lui connaissait, donc le PDG, le directeur général, le directeur financier, machin. Et dans la conf call, la seule victime, c'était lui. Tous les gens, c'était du deepfake. Et donc, lui était dans la conf call, il voit tout le board, tu vois, dans la conf call, machin. Il leur dit, bon, écoutez, voilà, il y a ça à faire. Bon, on valide le virement. C'est validé. Allez, go, à toi de faire le virement. Ok, je valide. Et il a fait le virement. En un virement, clic. Ils ont pris 200 millions. Tu vois? Donc, je redis encore une fois, l'humain reste la plus grosse vulnérabilité. Mais l'IA te permet, tu vois, d'avoir des niveaux maintenant d'attaque de l'humain qui sont époustouflants. En fait, on va avoir presque des cyber, on va dire, on va avoir des... Comment on les appelle ceux qui protègent la cybersécurité? Parce que les hackers, c'est quoi le contraire des hackers, c'est une bonne question. On dit beaucoup de cyberdéfense de notre côté. Mais comment on les appelle? Un hacker, c'est un hacker, mais c'est quoi les cyberdéfenseurs? Alors, tu sais que je vais représenter toute la communauté hacker. Il faut savoir que le mot hacker, c'est un abus de langage. Bizarrement, un hacker, c'est une personne qui prend une technologie, qui l'améliore et qui la modifie. C'est ça le vrai mot hacker, tu vois. Ouais. Sauf que maintenant, ça a été utilisé par les médias, donc hacker, c'est forcément quelqu'un de méchant, mais moi, je dis plus pirate. Ouais, c'est très péjoratif. Très péjoratif. Donc, non, ceux qui défendent, c'est un ingénieur cyber ou une personne qui tu vois. Est-ce que tu penses que l'IA en elle-même, demain, dans sa conception, elle peut justement enlever ses garde-fous et se retourner contre nous? Eh ben, écoute, et qu'on puisse même pas se protéger, c'est-à-dire qu'elle nous prend nos données, etc. Elle peut prendre même peut-être des codes, je sais pas moi, nucléaires ou autres, et qu'elle va utiliser. Il y a un exemple concret très récent qui s'est passé avec la dernière version de Claude 4. Je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là. Non. Eh ben, ils ont mis le modèle dans un contexte. Dans le contexte, ils ont dit au modèle, écoute, tu dois survivre. Donc le modèle il a été s'attaquer au contexte. Ils ont vu qu'en fait c'était une entreprise. Il a targeté un employé. Il a vu que l'employé avait une relation extra-conjugale. Le modèle de lui-même est derrière l'employé, a envoyé un mail à son patron en disant faites attention, cet employé il est pas fiable. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui tu augmentes le niveau et tu vas avoir des modèles qui vont. Est-ce qu'on aura une espèce de cyber-défenseur spécial, genre une team, une task force spéciale IA? Ouais, ça existe aujourd'hui. Ah, ça existe. T'as des sociétés aujourd'hui, et justement, tous ceux qui... Peut-être qu'il y a un marché dessus. Hein. Ouais, totalement. on est dessus. Totalement. Non, il y a des solutions à développer, il y a des solutions qui sont à développer qui sont très, très intéressantes, à la fois pour identifier les gens et authentifier les gens. Aujourd'hui, tu vas poster une photo, il faut qu'on soit sûr que ce soit toi qui la postes. Comment? Blockchain? Ah, exactement, merci. On va en discuter. Ouais. Mais c'est le seul moyen. Hein. C'est le seul moyen, exactement. Et la blockchain... C'est sûr qu'on peut pas la hacker, la blockchain? Alors, c'est quelqu'un de passionné, qui a plusieurs années de bouteilles dans le domaine. La blockchain est un concept qui règle énormément de problèmes dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire que quand tu fais de la sécurité, tu travailles sur 3 piliers. C'est la disponibilité de l'information. Il faut que ton information elle soit disponible. Donc, disponibilité, ça veut dire que dès que j'ai besoin de l'info, il faut que la retrouve. Donc la blockchain, elle résout ce problème-là. C'est très important ce que je vais dire. Parce que c'est décentralisé. On est d'accord? Ouais. Ok. Deuxième chose, c'est l'intégrité. Et l'amana, tu vois. L'intégrité. Qu'elle n'ait pas été altérée. Exactement. Je mets de l'information, je la récupère comme telle est. J'envoie un mail, il faut qu'il soit exactement comme j'envoie. Donc,
Et ensuite, c'est la confidentialité. Quand je mets un paramètre de confidentialité, il faut que ça reste le même. Et donc, la blockchain, elle répond à ces solutions, à ces problématiques-là. Et c'est une avancée énorme en termes de sécurité de l'information. Impossible de la hacker. Parce qu'il faudrait quand même. C'est très très poussé. Je me suis renseigné un peu parce que je suis un peu dans le monde de la crypto et tout. Mais moi, à mon sens, même de ce que j'ai vu pour pouvoir la hacker, c'est-à-dire que tu vas tout hacker en même temps, en fait. Les ordinateurs, les machins, les bouts, tu sais, les blocs de chaîne, c'est quasiment impossible à faire. C'est impossible. Il y a des attaques qui sont connues. Mais ils vont la détecter. Alors, même pas les détecter, elles sont impossibles à faire. Tu sais que, on parle de blockchain, de Bitcoin. Pirater Bitcoin te coûtera plus cher que de jouer dans les règles. C'est-à-dire que si tu veux reprendre le contrôle du réseau Bitcoin, il te faut à minima 51% des ordinateurs et des nœuds qui tournent et qui font tourner Bitcoin. C'est ultra complexe. Ça coûte très très cher de le faire. C'est possible, hein. C'est totalement possible. Théoriquement. Mais ça coûte très cher. Tu vois. Donc, tu vois, donc la blockchain, c'est vraiment un super intéressant. Domaine qui Machallah, barakalofik de tous tes conseils. Merci. Allah yabarak. Et si tu devais donner rapidement 3 conseils simples pour mieux se protéger. Oui, ça c'est très important. Alors la première chose, c'est les sauvegardes. Je vais le dire en anglais, c'est les backups. Donc il faut sauvegarder. Il faut que vous mettez en place des sauvegardes. Il faut que vos sauvegardes elles soient automatiques. Et il faut surveiller les sauvegardes. Ça veut dire que dès que la sauvegarde ne fonctionne pas, il faut que je sois alerté. Ça, c'est la première chose. Et ça aurait pu résoudre ton problème de quand tu as cliqué, tu t'es fait ransomware. Et ben ça résout le problème des ransomware. Mais sauvegarde, par exemple, sur quoi, un disque dur ou en ligne, par exemple, un Google Drive? Il y a énormément de solutions. C'est-à-dire que le fait de le faire sur un disque dur, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais je sauvegarde sur un disque dur. Sauf que le problème, c'est que le disque dur, tu vas l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Il va cramer, tu vas l'oublier. Alors le mieux, c'est de l'automatiser soit avec un serveur de fichiers qu'on met à la maison, style un NAS. Donc ça se trouve, c'est facile à mettre en place. Soit un service cloud fait très bien l'affaire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc sauvegarde qui fonctionne, qu'on surveille et quand ça fonctionne pas, on alerte. Il faut ensuite le tester aussi. C'est-à-dire qu'il faut être capable, en tant qu'entrepreneur, je perds mon ordinateur, je perds mon téléphone, il faut que je puisse rapidement... un téléphone, un ordinateur, ça se rachète. Mais je peux rapidement, tu vois, repousser mes backups pour reprendre ma production, tu vois. Par exemple, tu penses quoi de la Google Workspace qui automatiquement elle sauvegarde quasiment tout ton PC, tes favoris, ton drive, et tu peux remettre ça dans n'importe quel autre PC. Alors personnellement, moi, je suis pas pour parce que c'est mon domaine qui m'empêche de dire que c'est bien de donner toutes ces datas à Google, mais pour un entrepreneur qui veut pas se prendre la tête, c'est une très bonne solution et il faut le faire. Mais il faut le mettre en place. Première chose. Deuxième chose, c'est il faut se protéger. Ça veut dire qu'il faut installer des logiciels supplémentaires qui permettent d'augmenter le niveau de protection. Sur un téléphone, tu installes l'antivirus, sur un ordinateur aussi. Le troisième, c'est d'utiliser le VPN. Alors, juste, je te reprends sur la deuxième partie, antivirus, justement. Ouais. On va parler du mien, après, tu peux... Voilà. Moi, j'utilise Bitdefender, par exemple. Voilà. Est-ce que, selon toi, les antivirus, c'est un peu histoire de se donner bonne conscience? C'est un peu le placebo. Ah non. Mais en étant honnête, tu vois, et sans dénigrer ou autre, mais en mettant justement la réalité à ce que pour nous, dès qu'on met un Bitdefender, ça y est, on a la tête tranquille. C'est déjà une très bonne chose à faire parce que un antivirus, c'est une base virale où les mecs, ils ont targeté des virus ou des malwares et ils ont justement mis à jour la base. Tu te souviens de Avast qui disait la base virale automatique de la base virale de votre data est mis à jour? C'est ça en fait. Donc, un antivirus, il faut le payer. Un antivirus gratuit, ça fonctionne pas. Donc, n'importe quel antivirus, Kaspersky, Bitdefender, comme tu as dit, ou Norton à l'époque, même si je trouve que Norton, c'est le top 3 parce qu'il est très consommateur en ressources, ça fait le taf. Bitdefender, ça va? Oui, c'est très bien. En plus, ils ont des solutions maintenant, justement, pour les créateurs de contenu, où ils sécurisent aussi certains... Donc, je disais quoi? Sauvegarde, mise en place de logiciels de protection, d'accord, et VPN, d'accord. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est l'authentification. Alors VPN, juste pour qu'on comprenne bien très rapidement, VPN, ça veut dire qu'on doit laisser activer le VPN sur tous nos PC, ordinateurs en continu? Alors, est-ce qu'il y a c'est compliqué un VPN aussi il y a double authentification, il y a les réseaux mères, moi j'y comprends rien. Alors, c'est avec NordVPN. On va en faire une pub à NordVPN, j'espère qu'ils vont nous entendre, qu'ils rentrent en contact avec nous parce que je vais en faire une très bonne pub là. NordVPN, ce qui est cool, c'est que NordVPN, il te propose une protection supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux bloquer du trafic malveillant, tu vois, avant qu'il arrive sur ton ordinateur. Donc, le dernier point qui est très important, cher ami, c'est l'authentification. C'est mettre en place de la double authentification matérielle sur tous vos comptes. Et ça va vous sauver.
C'est-à-dire que tu achètes une clé qui s'appelle une YubiKey. On mettrait peut-être le lien quelque part, je ne sais pas si tu veux. On mettra les liens de tes Ouais, réseaux. je mettrai un petit PDF voilà, avec grand plaisir. Je te mettrai un petit PDF avec ces liens-là. En fait, le fait d'avoir une clé. Alors, je vais te dire un truc qui m'est arrivé à moi, sécurité et tout. J'ai 4 écrans. J'ai tapé un de mes mots de passe sur une conversation. Et j'ai tapé un mot de passe, même pas sur une conversation, cher ami, j'ai tapé un de mes mots de passe sur un salon. Donc un channel, tu vois, où il y a Discord. Ouais, exactement. Okay. Donc je tapais le mot de passe. Le mot de passe est resté 5 minutes en clair jusqu'à ce que je me rende compte que le mot de passe a été, tu vois, je l'ai supprimé, tu vois. Sauf que j'ai pas été plus... bon, c'est une faute d'innovation, j'ai plein de fenêtres, tu vois, j'ai pas fait attention. Donc j'ai balancé un mot de passe à moi sur dans un groupe. J'étais pas plus stressé que ça. Et bizarrement, j'ai même pas changé ce mot de passe-là parce que j'ai une double authentification matérielle. T'as piraté mon mot de passe, aucun problème. Si t'as pas la clé USB matérielle que tu dois mettre physiquement dans l'ordinateur ou dans le téléphone pour authentifier que t'es vraiment moi, tu auras jamais accès. C'est possible de faire ça? De mettre une clé USB matérielle. Oui, par exemple, même avec les comptes Google, tout ça. Totalement. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une YubiKey, par exemple. Donc ça, c'est une marque, une toute petite clé que tu peux même mettre sur ton téléphone. On pourra peut-être à l'occasion en discuter ou même de faire un truc. Mais ça c'est vraiment la base. Faites-le, s'il vous plaît, parce que alors même moi, je conseille même d'en avoir 2. T'en enregistres 2, t'en gardes une avec toi, t'en mets une dans un coffre où tu la ranges quelque part. Mais ça, c'est vraiment ce qui va te sauver. Énormément de gens qui disent on m'a piraté mon mot de passe parce que je mets le même mot de passe partout. Excellent, les amis. C'est pour ça, les amis, pour nous donner de la force et continuer à avoir des super conseils comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la fameuse cloche en bas à droite. Allez, on continue. Et ok. Et ensuite, est-ce qu'on va pas trop loin dans la surveillance aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Alors oui, je vais te dire totalement oui. Je trouve que là, aujourd'hui, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, donc les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, récoltent énormément d'informations sur les gens, d'accord ? Le truc, c'est que avec l'évolution de la technologie, ça y est, maintenant, on met nos infos perso, tu vois... on calcule plus, tu vois. Bon, même ça nous sert, hein, franchement. Ça nous sert, ouais. Ça permet, tu vois, à des algos de les entraîner sur nous, de soit nous proposer de la pub, soit nous proposer du contenu intéressant. Mais ce qui me fait peur, c'est quand Google me dit, il y a 1 an, j'étais là. Ça fait flipper. Il récupère encore plus d'informations que tu le crois. Tu sais que sur certaines applications, on récupère même, tu vois, l'orientation de ta tablette à un moment précis, parce que ça permet de savoir si tu es aux toilettes, si tu es dans un lit, si tu es assis. Ah ouais. Tu vois, ah bah oui. Mais plus tu as de l'information sur une cible, plus tu as de l'avance. C'est vrai qu'il y a un business d'application comme ça où les gens ils font des applis juste pour récupérer de la data. Exactement. Totalement, parce que toi, par exemple, je te donne un exemple, tu vends des shampoings. Si moi je suis capable de te fournir des informations qui viennent de coiffeurs qui coiffent des têtes et eux ils sont capables de savoir quel est le shampoing qui est utilisé sur les têtes de femmes par exemple, c'est une information que toi tu vas acheter. Tu vas me dire, mais ça m'intéresse. Et tu peux aller targeter ses propres clients. Tu peux targeter parce que les gens, ou les gens qui suivent par exemple son compte, etc. Tu peux par exemple, mais les sociétés qui investissent dans la donnée sont les marques, les produits, les sociétés qui vendent des produits. Tu as déjà été approché par eux justement? Alors moi, j'ai pas vraiment travaillé dans le big data, c'est big data, tu vois. Alors, moi personnellement, j'ai déjà été approché par. Alors j'ai une bonne anecdote si ça t'intéresse. Par rapport justement, tu vois. On en voit aujourd'hui. Alors, un énorme homme d'affaires, je vais même pas donner son origine pour pas le targeter, mais ça, tu vois, ça prouve que la tranquillité n'a pas de prix. Un énorme homme d'affaires que j'ai connu, où je m'occupais un peu de, tu vois, son réseau de chez lui à Paris, tu vois, voulait en fait que je pirate un article de presse dans un autre pays, tu vois, pour, tu sais, genre le Mediapart du pays en question, tu vois. Ouais. Et donc, cette personne-là, elle me dit, je vais te payer 100 000 € cash. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est une faille de sécurité sur WordPress. Tout le monde utilise WordPress. WordPress, quand tu le mets pas à jour, tu as des failles de sécurité. Les plugins et tout. Exactement. C'est une galère. Donc, moi, techniquement, je peux le faire. Le mec, il me dit, il y a 100 000 € à prendre, tu vois. Je sais qu'il paye en plus le mec parce qu'il a le client pour, tu vois. J'ai refusé parce que, c'est une personne qui peut avoir une pression sur toi, mais 2, derrière, t'es pas tranquille, tu vois. Et c'est pas éthique. C'est pas correct, c'est pas éthique, exactement. Okay. Et ben, il faut savoir que cette personne-là, malheureusement, elle a été le faire avec quelqu'un d'autre et aujourd'hui, il y a des articles qui parlent de lui et qui le ciblent en disant,
un tel est mêlé dans des histoires de piratage de sites, machin, politique, machin. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, toi, tu fais une action, mais tu sais pas les répercussions derrière. Tu peux avoir des gros problèmes. Et moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant, oui, mon épouse, je veux savoir, oui, mon époux, je veux savoir, je veux surveiller un tel. J'ai toujours refusé parce que, bien sûr, par éthique, hein, on est des musulmans avant tout. Il faut savoir que l'espionnage, c'est totalement interdit. Et c'est interdit. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est vrai, j'avais pas pensé ça. Dans le perso, ils peuvent te demander d'espionner. Moi, j'ai eu des grands directeurs de banque qui m'ont invité à manger des grands repas pour à la fin m'inviter dans leur bureau et leur dire, écoute, Massoud, c'est bien beau tout ça, mais tu vois, ma femme, machin, bon, enfin, tout ça pour ça, mais on va quand même faire du biz en cybersécurité avec la banque ou pas à la fin? Ouais, non, t'inquiète. À la fin, j'ai laissé tomber. Non, parce que il faut avoir un minimum il faut avoir la tête solide. Enfin, sincèrement, faut avoir l'esprit tranquille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir une éthique aussi. Faut avoir une éthique, bien sûr. Dans ce travail-là, parce qu'on peut vite basculer très vite de l'autre côté, que ce soit pour un gain d'argent ou pour autre déjà. Pour le pouvoir, hein, par exemple. Le pouvoir, parce que c'est un énorme pouvoir au fait qu'il y a. Si demain tu es capable de rentrer dans les téléphones, dans les caméras, dans les comptes bancaires, etc. C'est énorme. C'est un pouvoir de... Et tu sais que ça devient de plus en plus accessible, cher ami. Tu sais qu'aujourd'hui... Alors, j'ai une question très, très, très intéressante. À ton avis, quel est le plus cher? C'est, admettons, moi, je suis un pirate. Ouais. Je viens te voir, je te dis, bon, tu as une cible, on la connaît. Je te propose 2 solutions, cher ami. La première, c'est, je te donne un accès à son téléphone à distance. Donc, je pirate son iPhone, dernière génération, et tu as un accès distant. Tu fais ce que tu veux dans l'iPhone. Ou on fait en sorte d'installer un micro, une caméra espion chez cette personne. À ton avis, quelle est l'opération qui va te coûter le plus cher financièrement? Pirater le téléphone ou installer une caméra en micro-espion? Je pense que c'est installer le micro. Installer le micro, tu penses que c'est le plus cher? Eh bien, détrompe-toi, cher ami. Pirater un iPhone, aujourd'hui, il faut des millions. Il faut être Pegasus pour pirater les iPhones. Apple, c'est pas une petite société. Il peut pirater l'iPhone. Pegasus, ils vendent ça à des millions, à des services de renseignement, à des États pour le faire. Comment ils arrivent à rentrer dedans? Parce que, je te disais, ils achètent des failles de sécurité qu'ils revendent. Tu vois? Voilà. Donc maintenant... Pirater tes iPhones, c'est compliqué. Installer une caméra micro-espion, cher ami, ça s'achète sur Amazon. C'est ça le truc. Faut juste rentrer dedans. Et en fait, tu peux te retrouver à que ce soit n'importe qui n'est pas forcément technique, parce que tu as des tutos maintenant. Oui, vous voulez installer tel et tel micro, mettez une carte SIM, installez-le là, et vous avez les enregistrements. Il y a un business derrière, tu vois, donc ça c'est super démocratisé. Et donc, nous, on travaille énormément sur ce risque-là pour nos clients. Est-ce que tu as déjà été la cible, par exemple, de hackers parce que tu as un peu, on va dire, tu vois, le Superman, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà été la cible de hackers ou de pression, peut-être que tu as subi? Pas personnellement, parce que j'ai toujours été discret. Donc j'ai toujours respecté ça, j'ai toujours fait attention. Maintenant, je connais des gens qui se sont fait approcher par des services ou autres où ils leur ont mis la pression parce qu'ils ont fait des bêtises. Je connais un mec qui s'amusait à mettre dans sa voiture des systèmes, tu sais, ce qu'on appelle un IMSI catcher. C'est un système que tu peux fabriquer toi-même qui te permet, tu sais, quand tu reçois les SMS de oui, votre colis, machin, vous avez reçu, ça fonctionne avec ce qu'on appelle un IMSI catcher. Ça coûte très cher, mais tu peux le fabriquer toi-même, d'accord? Si tu fabriques toi-même, ça coûte 2 000 €. Si tu l'achètes, ça coûte 800 000 €, par exemple. Ça te permet de pirater de la téléphonie. Moi, j'ai ces compétences-là, par exemple. Maintenant, c'est une personne avec qui, voilà, on échangeait dans le sujet. Lui s'amusait à en mettre dans sa voiture. Il s'est fait arrêter dans un contrôle de police. Les mecs, à la fin, ils l'ont pas mis de peine de prison ou autre. Enfin, ils l'ont pas poursuivi, sauf qu'ils ont dit maintenant, on a ton nom et quand on aura besoin, on va t'appeler. Tu vois? Ouais. Donc là, tu vois, t'as fait une bêtise, t'es recruté d'office, en fait. Totalement. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été ciblé. Alhamdoulilah. Et heureusement d'ailleurs, mais voilà, pareil, j'ai toujours été... Et tes clients, faut qu'ils soient présents avec toi physiquement ou tu peux travailler avec des clients à distance? Alors, on installe, nous, les solutions qui te permettent après de monitorer à distance, avec l'objectif, je disais, je travaille pour les VIP, on fait en sorte que le VIP, son temps est précieux. On fait en sorte que la sécurité, bien sûr, c'est contraignant. Tu installes une alarme, il faut que l'alarme, tu la désactives et tu l'actives quand tu sors ou tu rentres, donc c'est contraignant. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a rendu ces solutions de sécurité avec un niveau très élevé, où on travaille sur des risques qui sont réels. Un VIP, il est vraiment targeté. Ouais. C'est pas la même chose que dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il y a de l'influence, c'est une cible automatiquement. Ouais. Donc nous, on met en place nos solutions pour que le client il ait le moins de choses à faire.
Donc ça, c'est un peu, tu vois, notre valeur ajoutée, c'est de rendre la sécurité le moins contraignant avec un niveau de sécurité très élevé. Ça coûte un peu plus cher, c'est normal, mais ça permet au client, tu vois, d'être tranquille, où derrière, il a rien à faire. Et nous, on lui gère la sécurité de son domicile. On a énormément crée de comme une sorte de protection. Ouais, comme un dôme de sécurité. Un dôme de sécurité autour du client. Tu vois, c'est ça qu'on fait. Incroyable. Tu fais ça aussi dans les avions, par exemple, si quelqu'un demain il voyage en avion, etc. Ouais, exactement. Ça nous est arrivé. En fait, il y a un service qu'on propose qui s'appelle le dépoussiérage électronique. C'est ce que je te disais. J'aime trop. Dépoussiérage électronique. Donc, c'est très français, mais en anglais, ça s'appelle le TSCM, Technical Countermeasure Surveillance. C'est du contre-espionnage, techniquement, où il y a un grand scandale comme ça qui est très connu, où tu as des cadres d'Airbus qui partaient aux États-Unis pour signer des contrats. Tout le jet privé utilisé par ces cadres-là était truffé de caméras pour filmer les contrats, pour filmer des trucs. Mais c'est extrêmement... oui. Comme je dis, un VIP où tu vois... En fait, toi, t'es le garde du corps. Exactement. Électronique. Exactement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on protège le client de sa menace la plus élevée qui est... Tu te souviens ? L'entourage. L'interne, exactement. Exactement. Ouais. Et c'est compliqué parce qu'on se met à dos tout l'entourage du client. Mais tu ne dois pas le dire à l'entourage, en fait. On essaie de rester discret. Même si l'entourage, tu vois, il sent qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place, il dit maintenant, en fait, tu es un homme très important en réalité. Tu es presque aussi important. Au fait, toi, tu es pour la sécurité, on va dire électronique, comme un garde du corps qui est pour la sécurité physique. Exactement. Ouais, totalement. Tu sais, un mec se déplace jamais sans son garde du corps, un VIP. Toi, limite, c'est presque la même chose en réalité. Totalement. On t'a déjà demandé des missions, genre comme ça, tu suis un VIP et tu restes avec lui toute la journée et tu le surveilles électroniquement parlant. Ouais, totalement. J'ai des clients qui ont organisé des rendez-vous business super importants où on parle de plusieurs, millions d'investissements, où en fait, le mec, il va réserver un salon, par exemple, pour pouvoir discuter dans Paris. Nous, en fait, on va venir avant et on va nettoyer l'endroit pour vérifier s'il n'y a pas de micro ou caméra espion. Première chose. Une fois qu'on a validé l'endroit, on le met sous surveillance nous-mêmes pour que personne puisse venir après installer quelque chose. Et pendant la réunion, on a des systèmes qui permettent de surveiller tout ce qui se passe en radio pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de détourner les téléphones. Tu as déjà eu une attaque en direct et tu t'es bagarré un peu. J'ai cette chance-là. Merci d'avoir ouvert ce sujet-là. Et franchement, comparé à beaucoup de confrères qui travaillent dans le domaine, alors pourquoi moi je me suis orienté vers les VIP ? Même si c'est un domaine qui est très complexe et c'est très difficile de se faire des clients dans ce domaine-là. Sauf que ce qui est génial, c'est que quand tu travailles dans le domaine du corporate, tu vas mettre en place des mesures et tu vas te faire attaquer parce que tu as deux types d'attaques. Tu as les attaques de masse. J'ai pas mis à jour mon téléphone, j'ai pas mis à jour mon site WordPress. Je me suis fait attaquer automatiquement par des robots chinois. Okay. D'accord ? Et tu as l'attaque ciblée. C'est-à-dire que moi, je vais te cibler toi personnellement. Donc, je vais engager des choses où je vais chercher une faille de sécurité qui te concerne toi. Et j'ai eu la chance chez beaucoup de nos clients, alors, j'ai déjà trouvé des micros chez des clients, donc ça, il n'y a pas beaucoup qui le trouvent, tu vois. Et on a des systèmes qui ont détecté des attaques ciblées, tu vois, sur des réseaux ou sur des boîtes mail, par exemple, de nos clients, où à la fin, quand on a investigué, on voyait que c'était vraiment, fait, pour cette cible-là. Et tu peux trouver l'instigateur. Tu peux lui dire, par exemple, au fait, c'est ton. Alors ça maintenant. C'est ton oncle Eloï. Ouais. Alors, on peut. Sauf que le mieux, c'est d'engager la police. Tu es obligé d'engager les autorités parce que si le client va aller jusqu'au bout, tu as le client qui va dire je veux savoir qui c'est, mais après, ça reste entre nous, c'est possible. Ou tu as le client qui veut aller plus loin et justement avoir réparation, tu vois, mais savoir exactement qui c'est parce qu'ils sont en danger. Là, on travaille en collaboration avec les services de police. Ça t'est déjà arrivé de collaborer avec eux dans des affaires Ça m'est déjà arrivé dans la police scientifique. Alors, police scientifique, exactement. Après, c'était pas forcément dans le domaine de la cyber, mais bizarrement, j'ai un client qui s'est fait cambrioler. Donc, on parle d'une énorme demeure dans Paris qui s'est fait cambrioler en sachant qu'il y avait un agent de sécurité armé sur place, tu vois. Donc, il n'y avait personne ce jour-là, bizarrement. Donc, les mecs, c'est des ninjas, ils sont montés au premier étage, ils ont sorti un coffre, ils l'ont jeté dans la rue. Donc, le coffre a fait un bruit, un boucan énorme. Et ils ont réussi à partir avec le coffre. D'accord. Ça, sans aucune des caméras. Exactement. Sans aucune caméra, tu vois, en passant tous les angles des caméras, tu te rends compte. Et donc, forcément, à l'époque, chez ce client-là, c'était un ancien système de vidéosurveillance. Et même la société qui l'avait installé, ils n'y avaient pas accès. Donc, forcément, il fallait quelqu'un qui vienne pirater le système pour récupérer. Personne n'avait le mot de passe. Ils m'ont appelé, j'ai réussi à rentrer dedans. J'ai été convoqué par la police pour justement extraire les vidéos sous couvert d'un huissier et de la police pour confirmer qu'elles viennent bien de là. Et dans les vidéos, on voyait personne, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, à la fin, c'est des pros. C'est des pros, mais l'information, elle vient de l'interne.
Ouais, c'est ouf. Forcément. Et petite dernière question dessus, après on va passer un petit peu au mindset et à ta vie perso, ok. c'est important aussi. Bien sûr. Petite dernière question, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que avec un disque dur par exemple, aujourd'hui quand on efface nos données sur un ordinateur, ils disparaissent complètement? Alors, ou sur le téléphone, ou c'est toujours possible de les récupérer? C'est toujours possible de les récupérer, Charlie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas prendre l'exemple d'une clé USB ou un disque dur, quand tu vas le formater, l'ordinateur, il va pas s'amuser à mettre, tu vois, c'est binaire, hein, donc c'est 0 ou 1, tu vois, dans le disque dur. Il va pas s'amuser à mettre des 0 et des 1 partout. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va dire au début du disque, à partir de là, tu peux réécrire. C'est ça, formater. Donc, toi, tu récupères des disques, tu peux récupérer de la donnée. Moi, j'ai déjà récupéré de la donnée sur des disques. J'ai même récupéré de la donnée sur des cartes SD cassées, par exemple. Et le seul moyen, c'est quoi, en fin de compte? Ah non, t'as des... C'est comme dans les films, mettre dans un micro-ondes. Alors, si tu es une personne à risque, ça c'est ce que je dis à tous mes clients, si tu es une personne à risque, tu donnes pas ton ordinateur et ton téléphone. Tes anciens ordinateurs et tes anciens téléphones, tu les détruis. C'est ça en fait. Si tu es une personne à risque, ça vaut le coup de peut-être acheter le téléphone de telle et telle célébrité ou de tel et tel influenceur, ou même de trouver le moyen de récupérer l'ancien téléphone et de récupérer de la donnée. Qui sait que tu vas peut-être récupérer une photo ou un mot de passe, ou tu vois. Donc, il y a le scandale, faut détruire. Jeff Bezos là. Ouais. Qui avait été, son téléphone l'avait été piraté par un... Il a été piraté par qui? Tu sais? Ouais, je sais. Il a été piraté par quoi? Tu te souviens? On va pas te dire ça en direct, mais non, l'histoire elle est connue. Il a été piraté par Pegasus. Ouais, mais c'est ouf, hein. Et comme quoi, tu vois, et ça a été scandale qui était la cause de son divorce. J'ai même un autre exemple qui est très récent, MrBeast, que tu connais peut-être. MrBeast a été victime d'installation d'une caméra et d'un micro-espion dans son bureau par son employé le plus proche, par son bras droit, je crois, qui a été viré maintenant. Ce que tu dis, c'est ouf, parce que même, tu sais, au niveau de même étatique, parfois, etc., c'est souvent la personne la plus proche qui te met un coup de poignard. Et tu sais que même dans le business, les amis, petit conseil business cadeau aujourd'hui, et si vous parlez aux experts comptables, etc., fiscalistes et compagnie, on dira toujours, on est obligé de le dire, les amis, mais la personne la plus à risque pour un homme entrepreneur ou pour une femme, c'est son conjoint. C'est exactement ça, son conjoint, que ce soit bienveillant ou malveillant. Généralement, c'est cette personne-là à qui on dit nos petits secrets et qui, le jour où il y a un problème ou autre... Ah oui, exactement. Ok, Baraklofik, Mashallah Massoud, on va avancer, là. Dis-nous rapidement, on va essayer d'accélérer les amis, mais vous avez vu, c'est tellement intéressant qu'on veut encore en profiter, mais vous inquiétez pas. Faut m'arrêter. On vous mettra les réseaux de Massoud et vous pourrez, Inch'Allah, directement aller dessus. N'hésitez pas. Au niveau mindset, très rapidement, c'est quoi pour toi la réussite aujourd'hui? C'est une très bonne question. Tu sais que, pour moi personnellement, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir se lever déjà tous les matins, donc ça c'est génial, mais surtout de pouvoir, tu vois, travailler, faire de l'argent dans un domaine où tu prends plaisir. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer, tu vois, à mes enfants, c'est si demain mon fils ou ma fille me dit je veux être pâtissier, je leur dis tu seras le meilleur des pâtissiers. Tu vois, la pâtisserie, il va falloir que tu la bouffes et que tu la rebouffes et que tu me fasses des gâteaux qui n'ont jamais existé. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois. Ça, c'est beau. Je suis complètement d'accord avec ça. Et comment, toi, tu gères la pression ou le stress au quotidien? C'est une très bonne question. Alors, je suis quelqu'un de très souvent sous pression. Personnellement, même en tant qu'entrepreneur, déjà, tu es directement beaucoup sous pression. Après... moi, j'ai cette chance encore de travailler dans des domaines que j'aime beaucoup. Donc, je me suis déjà retrouvé dans des situations complexes, que ce soit par exemple même à l'époque où j'étais salarié, j'ai travaillé à l'époque à la BNP. À la BNP, ça c'est une banque, donc les standards ils sont beaucoup plus élevés. On s'est déjà retrouvé devant des incidents de sécurité où là, tu as un manager derrière toi et ton responsable qui te mettent la pression en disant bon, ça vient d'où, vite là, on n'a pas le temps là, on perd des milliers d'euros là par seconde, tu vois. Wow. Donc Alors dans ces situations-là, bizarrement, je me suis jamais retrouvé en stress ou sous pression, mais c'est plus dans le côté entrepreneur, tu vois. Comment tu le gères, toi? C'est une bonne question. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que peut-être la méditation? Est-ce que peut-être c'est quand tu rentres à la famille? Est-ce que, voilà,
C'est quoi tes petites techniques en tant qu'entrepreneur justement pour gérer cette c'est pression-là? passer du temps avec la famille, c'est très important, bien sûr. Déconnecter. Déconnecter. Faut déconnecter, même si j'ai toujours un back-end dans mon cerveau, tu vois, qui tourne en disant ah tiens, peut-être que ça va être intéressant. Ou je sais pas si tu connais le mème de la personne qui dort et son cerveau il dit ah au fait, tu vois ce bug-là, on peut le résoudre comme ça. Tu vois. Exactement. Donc, moi c'est plus sous la douche que j'ai ça. Ah ouais. Ouais. Oh, tu dis ah. Ouais, moi c'est sous la douche, c'est dingue, hein. Toujours. Hein. Ah, c'est dans les moments où on se détend le plus. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'avoir la tête dans le guidon, rester dans un problème bloqué, mais parfois la solution, c'est écoute, t'arrives pas à le trouver, sors, va faire un tour. Ouais, c'est vrai. Libère-toi l'esprit, appelle ta femme ou autre, etc. Ouais. Et reviens. Ouais, Et là, généralement, c'est vrai. Tu vois, après, on a cette chance-là d'être ici aux Émirats où on est en bord de mer, on a une excellente vue, tu vois. Donc ouais, on profite un peu de l'extérieur, même si on passe énormément de temps. Mais ouais, je pense que moi, ce que je fais personnellement, c'est que voilà, alors moi, je joue à Counter-Strike avec mon fils, ouais. Par exemple. C'est bien. Donc, est-ce que tu devrais revenir salarié? Waouh. Alors non. Alors je peux le faire, hein, on est d'accord en cas de problème, mais c'est compliqué parce que j'ai toujours été entrepreneur. Il faut savoir que moi j'ai créé ma première entreprise, je l'ai créée le jour où Sarkozy en 2009 avait créé l'auto-entreprise. Tu sais, ouais, en un clic tu peux créer une entreprise. Ah bon, tu peux créer une entreprise. Parce que faut savoir que moi j'ai toujours été le mec qu'on appelle mon PC il ne fonctionne pas, mon téléphone il est bloqué, ma machin. Ça me rappelle un pote. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire, on a toujours un mec comme ça, tu vois. Donc au bout d'un moment tu factures et tout, on a mais toujours un gars comme j'ai ça. pas de cash, donc il faut payer par carte. Donc ouais, j'ai tout de suite créé une autre entreprise, donc j'ai toujours été entrepreneur. En dehors de ce que je faisais, moi j'ai créé mon entreprise en étant salarié, tu vois, où j'allais le soir faire des interventions à gauche à droite et tout. Donc il faut. Je ne sais plus quelle était la question, mais pour toi, revenir salarié. Revenir salarié, non, extrêmement compliqué. Il faut savoir que quand tu es salarié, tu es dans un cadre. On te donne des tâches. Mis à part si tu travailles sur des projets intéressants, mais très souvent tu fais la même chose. La bureaucratie, c'est ce qui m'a toujours angoissé. Ok. Et en plus, ça t'enlève de la liberté. Tu gagnes peut-être même moins bien. Totalement. Après, peut-être qu'il y a peut-être plus de risques au niveau entrepreneur, mais le risque en vaut la chandelle. Le risque en vaut la chandelle, exactement. Comme on dit. Wow. Et c'est quoi tes objectifs sur le long terme, que ce soit au niveau personnel? Quels sont tes objectifs en tant qu'homme aujourd'hui, père de famille, entrepreneur? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comme tu l'as dit, père de famille, déjà, donc ça, c'est un énorme travail. Les enfants, moi en plus, je les ai eus très jeunes. Enfin, très jeunes, c'est relatif. Il y en a qui ont peut-être plus jeunes, mais je les ai eus jeunes comme par rapport à d'autres. Donc, je suis très proche de mes enfants, j'ai cette chance-là. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Non, ma belle. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 5. Machallah. On a essayé de rentrer, de faire une équipe de foot, mais il faut 10 joueurs, tu vois. Bientôt. Peut-être on va y arriver. Hein. Machallah. Super. Non, les enfants, on a la chance aujourd'hui. Alors, nous, comme je te disais, on a connu le monde sans Internet. Tu vois, on a vu l'évolution, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de la technologie. Et il faut savoir que moi, je vois l'évolution de la technologie en étant exponentielle, mais vraiment, tu vois, super. En 30 ans, on a fait un bond énorme, je pense. Et même, je pense que le bond qu'on a fait, il est peut-être plus exponentiel qu'avant. Ouais. Tu vois, avec la télécommunication, avec l'électronique, avec l'informatique et tout. Donc maintenant, le challenge qu'on a, nous, en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants pour pas qu'ils tombent, tu vois, dans la surconsommation de tout ce qui est... les écrans, exactement. etc., les réseaux. Il y a une récente recherche, justement, on parlait de l'IA, où les mecs, ils ont vu que les gens qui utilisaient énormément l'IA, tu vois, pour faire des tâches, tu vois, ils évitaient de réfléchir. C'est quand même un peu les médecins qui nous disent... faut prendre un peu les escaliers, s'arrêter un arrêt avant. Voilà, en fait, mais c'est au niveau psychique, c'est incroyable. Exactement. Donc il faut à nos enfants, je pense qu'il faut leur dur, donner des coups. C'est dur. Parce que même nous, on a du mal, tu vois, à discipliner. Tu vas sur ChatGPT, ça te fait gagner tellement de temps, ma foi. Ça remplace les salariés. Non, mais ça te fait gagner tellement de temps. Et toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es installé à Dubaï? C'est une bonne question. On a installé récemment. On s'est installé, là, ça va bientôt faire 1 an qu'on a installé. J'ai fait plusieurs allers-retours pour un peu tâter le terrain, voir un peu le marché, trouver aussi les bons partenaires. Okay. Mais là, ça fait 1 an et on compte peut-être
au niveau professionnel, tu vois, détendre, parce qu'il n'y a pas que les Émirats, les amis. Les gens, Ouais. tu vois, ils sont beaucoup bloqués sur Dubaï et les Et Émirats. qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi les Émirats? Alors, je parle arabe. Je parle arabe qui est compréhensible du Middle East. C'est-à-dire que je suis capable de parler avec un Saoudien, comme je suis capable de parler Tu sais avec que un j'aurais dit Émirati. que c'était peut-être un Algérien. Ah, tu penses? Tu m'aurais demandé. Ah ouais, Tu m'aurais dit, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens, on n'est pas beaucoup en Ouais, Europe, Égyptiens. c'est vrai. C'est hein. plus les gens du Maghreb, tu vois, On n'est Maroc. pas habitué. Ouais, c'est pas c'est habitué, les c'est Égyptiens. vrai. hein. Et en plus, je suis un franco-égyptien. C'est-à-dire que moi, j'ai une Machallah. mère française, une vraie française, tu vois. Ah ouais, machallah. Je te jure. Donc, quand je vais en Égypte, je suis français, et quand je suis en France, je suis un Égyptien. Un tu vois. Égyptien. Ah, c'est comme nous. Tu vois. Donc, ouais, et le truc, c'est que tu me disais pourquoi les Émirats. Moi, j'ai toujours voulu, tu vois, habiter dans un pays arabe. Moi, j'adore la langue arabe. Donc, je trouve que la culture arabe aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément, tu vois. Donc, j'avais ce projet-là, et aussi pour les opportunités business. Il faut savoir que c'est une région qui se développe très vite. Ouais, de ouf. Énormément d'opportunités. Il y a énormément de travail aussi à fournir. hein. Il y a beaucoup de gens, tu vois. Je pense que je suis pas le seul à répéter. On va le redire encore une fois. Pensez pas qu'il y a quelqu'un qui vous attend avec une mallette d'argent ou un gros contrat à votre arrivée à l'aéroport. Ah non, non. Ici, la concurrence, même en cybersécurité, elle est Féroce. Elle est féroce, exactement. Exactement. Nous, on a des sociétés russes en face. Ici, tu vois, donc c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas la même culture, même au niveau du travail. Donc ouais, c'est gros travail. Et au niveau religieux, familial, qu'est-ce que ça t'a apporté les Émirats de plus qu'en France, en fait? Alors, je sais pas si c'est pour les autres, mais on a toujours été très frustrés de ne pas pouvoir manger sans se prendre la tête, tu vois. Donc ça déjà, ça a été un gros truc. Hein. Je suis désolé de le dire, hein. Je pense que je suis pas seul, hein, tu vois. C'est vrai. Quand tu vas dans n'importe quel restaurant, aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas demandé si c'était halal ou pas, tu vois. C'est très bizarre. On tu vois. perd l'habitude. On perd l'habitude, hein. C'est ouf. Donc déjà bon, il y a eu ça qui nous a fait du bien. Il y a le côté aussi où tu vois que vivre dans un pays où c'est la loi islamique, tu vois, qui la régit, bah, tu peux vivre en paix avec les autres. Ouais. Et ça, c'est la première chose que j'ai vue. Je me suis dit, bah, en fait, c'est possible, en fait. Parce que même bizarrement, en Égypte, c'est pas le cas. En Égypte, tu as encore aujourd'hui, tu vois, les musulmans, les chrétiens qui se tirent les cheveux et tout. Non, bizarrement, c'est que ici, alors, les Émirats, oui, les autres pays, je sais pas, mais les Émirats, on l'a vu. C'est-à-dire que, voilà, la première fois que je suis venu ici, on est parti, on s'est assis sur une terrasse sur Dubaï. Bah, il y avait des Indiens, il y avait des Européens, il y avait des Asiatiques derrière. Chacun, tu vois. En fait, il y a un vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, ah ouais, ça, on va c'est dire. vraiment Et il y a un respect entre toutes les communautés, ouais, totalement. alors qu'on est presque 180 nationalités. Ah, c'est ouf. Hein. Ils ont réussi à faire Franchement. le miracle social. Franchement, On c'est aurait comme appelé quoi, le miracle social. Bah parce que aussi, il y a la loi derrière, tu vois. La loi, elle est appliquée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle est vraiment appliquée. Et on a vraiment des cas, on connaît tous des anecdotes de gens qui ont insulté ou qui ont, je sais pas quoi, tu vois, et qui derrière, qui ont été poursuivis, ils sont vraiment poursuivis, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup. Après, c'est vrai que le côté sécuritaire aussi revient. Ça, je suis bien placé pour le dire. En fait, il faut savoir que ici, ils investissent dans plusieurs technologies en même temps. C'est-à-dire pour un sujet, ils vont en fait mettre en place plusieurs technologies, tu vois, pour traiter ce sujet de sécurité. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est génial. Ils contrôlent tout en plus. hein. Ils ont un contrôle énorme. Les et caméras, on se rend pas les- compte, Ah mais ouais. encore plus que ce que vous croyez. Ouais, c'est vrai que nous, c'est rare de voir des flics, tout ça. Mais tout est sous contrôle. Et tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. C'est-à-dire que, même s'il y a un peu de criminalité, il y a eu des incidents qui sont connus. Tu vois, faut pas aussi, tu vois, faut dire par rapport à la population, il est très très bas. Il est très très bas. Et le soleil aussi, peut-être le soleil. La Ça, chaleur, on a ça pas te vu dérange de- pas la chaleur Alors, T'es très plutôt climatisé ici. C'est vrai que moi j'aime bien le chaud, donc ça me dérange pas T'es trop. un peu mais quand comme moi, quand ouais. il fait très très chaud aussi, c'est très un lourd, peu hein. chaud, C'est mais vrai. moi j'aime bien la chaleur. Je préfère plus la chaleur que le froid de la France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, regarde, quand on a un Ouais, ciel ouais. bleu comme ça, Franchement, dans ma c'est barrique, très, très bon, franchement, c'est vrai qu'il ça, fait un peu chaud, un peu d'humidité, mais quand même, Ouais. on s'y sent bien. Tu te verrais, toi, petite dernière question dessus, tu te verrais rester sur le long terme ici avec ta C'est famille? une bonne question. Alors, peut-être pas tout au long de l'année. Je pense qu'il faudrait que je développe un plan qui permettrait de... L'Europe, c'est génial. Hein. C'est un super paysage. Dans la France, c'est pas que Paris, tu vois, ou Marseille. Tu vois, t'as aussi de la campagne française, elle est magnifique. T'as des super paysages. Tu peux vraiment te reposer. Et un vrai ciel bleu.
C'est vrai, totalement. Donc, non, je pense que rester ici, on va dire, en demeure principale, tu vois, mais... de temps en temps, Bien sûr, ouais, totalement. Il faut profiter. On a cette chance d'avoir une société française. Il faut en profiter, hein, vraiment, c'est super. Les amis, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'espère que ce podcast, il vous a plu, tabarakallah. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme d'habitude, en dessous de la vidéo pour notre ami Masoud. Avant de terminer, Masoud, est-ce que il y aurait des conseils, une parole que tu voudrais adresser à la communauté Muse Incubator? Donc, on parle d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'investisseurs ou tout simplement de personnes qui nous suivent pour avoir du contenu qualitatif. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Très bonne question, cher ami. Très, très bonne question. Je vais reprendre les termes de Shia LaBeouf. Je ne sais pas si tu connais Shia LaBeouf, l'acteur. Non. Shia LaBeouf, c'est l'acteur de Transformers. Ouais. Ok. Shia LaBeouf, il a fait une vidéo. Bon, il est parti un petit peu en freestyle, ce mec. Sauf qu'il a fait une vidéo que j'adore sur Internet. Il s'est mis sur un fond vert. Il a fait la vidéo qui dit « Do it ». Voilà. Donc, je vais juste te dire ça, les gars. Faites-le. Perdez pas de temps parce qu'il le dit dans sa vidéo. Regardez sa vidéo, elle est marrante, mais elle est assez bien faite. Faites-le et perdez pas de temps parce que le temps, il passe et c'est le seul actif que vous avez qui est votre fortune. Donc, perdez pas de temps et juste faites-le. Barakallahu fik Masoud pour ce magnifique podcast. C'est moi qui te remercie, Charlie. Les amis, on vous mettra juste en dessous tous les réseaux de Masoud. Est-ce qu'ils peuvent te suivre peut-être sur un site internet? Oui, ou totalement. autre, Alors, on a notre site internet qu'on mettra dans les liens de la société, mais contactez-moi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est ce que je préfère. On mettra le lien. Réseau professionnel et discrétion, les amis, voyons. Déjà, il nous a fait un effort de venir ici, nous parler de son métier, etc. Barakallahu fik Masoud, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'on essaiera de le refaire. Hein. J'aimerais aborder d'autres sujets. Avec grand plaisir. Et pour vous, les amis, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout partager parce que c'est votre émission à vous et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. C'était Inspire pour les entrepreneurs inspirants.